Dans la première partie, nous parlerons essentiellement de son œuvre littéraire, si vous le voulez bien. Et j'ai demandé à Alain Dimeigne s'il voulait bien interroger Marie, hein, parce que je la connais, n'est pas facile, hein, n'est pas d'un maniement facile, donc avec beaucoup de couardise. J'en ai parlé à Alain. Vous l'avez compris, il a pour moi toute une amitié, il disait filiale tout à l'heure. On va voir si ça se confirme. Merci. Marie, merci d'être là. Juste un grand merci à Jacques Thiers, à vous tous d'être là. On est un peu fatigués, mais on est encore vaillants, donc on va essayer de répondre d'abord aux questions, je pense, qui vont être très intéressantes, parce que je le connais un petit peu d'Alain. Et puis, si vous avez envie de poser des questions, etc., je suis à votre disposition, mais je ne suis pas sûre d'y répondre absolument. Celui-là, oui, celui-là. Bien, merci. Merci à Jacques Thiers de m'avoir proposé, dans le cadre de cette mission créativité, d'être un petit peu l'animateur de cette première pour la programmation 2014-2015. Merci Marie d'être là. De toute façon, on se voit souvent, puisqu'elle est tellement maniable, je dirais, qu'on a réussi à la faire circuler aussi dans les rues de Bonifacio, puisque nous travaillons, non, on check piaget, hein. Et donc, on accueille Marie avec les Campagnols dans le cadre d'une résidence d'artistes depuis 1 an. Et j'avoue que ça se passe plutôt bien, et dans une convivialité culturelle et autres d'ailleurs, tout à fait importante. Voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas si on va parler de ton œuvre en général, mais de toute façon, elle sera en perspective parce que ça fait beaucoup. En fait, Jacques Thiers m'a demandé de focaliser sur cet ouvrage, Marguerite et les grenouilles, qui est toujours le dernier en date, puisque j'ai vu que les maîtres de chant étaient à paraître et signalés, voilà, tout prochainement. Donc, on attend sa sortie, bien entendu, avec impatience. Et en attendant, on va quand même parler de cet ouvrage. Et moi, j'ai pris le parti, je l'ai lu, mais je l'ai lu il y a quelques mois. Donc, je ne l'avais plus vraiment fraîchement en tête. Et du coup, pour pouvoir t'interroger, j'ai fait un tour dans la blogosphère. Je n'avais pas tous les éléments de la critique, puisque je n'avais pas toutes les revues, là où il a été signalé. Mais quand même, aujourd'hui, Internet permet de faire un tour assez important. Et moi, je l'ai lu d'une manière, et puis évidemment, c'est bien normal, les amis, les collègues, tous ceux qui ont écrit sur ce... Et il y en a, hein, il y en a beaucoup. C'est bien parce que chaque fois que tu produis quelque chose, on peut se dire que c'est vraiment salué par un regard. Après, il est plus ou moins critique, mais il y a un regard, et ça, c'est important pour un auteur. Et voilà. Donc, ce qui est récurrent, et c'est peut-être malheureusement ce dont on va parler le moins, c'est que le style littéraire, la qualité de l'écriture, et chaque fois et de façon récurrente et immanquablement salué. Donc, c'est un ouvrage, bien entendu, qui a une grande qualité littéraire. Je l'affirme moi aussi, et je prends ce parti-là. On aurait pu rentrer dans cette qualité littéraire dans des interrogations sur figure de style, univers, etc. J'avais peur d'être un petit peu trop scolaire à ce titre-là, et donc j'ai pris un parti plus provoque, hein, en me faisant un petit peu, non pas l'avocat du diable, mais en récupérant les questions qui étaient un petit peu plus épineuses dans l'ensemble de la blogosphère. Je crois que j'en ai fait à peu près le tour. Ça a donné cette question, je pense que ce sera suffisant, parce qu'on va chaque fois les enrichir, et je rebondirai un petit peu, je te relancerai si je vois que... si je vois que ça n'est pas vraiment satisfaisant par rapport à la question. Et voilà, donc on va les découvrir ensemble sur une toute petite heure. Et ensuite, bien entendu, on laissera la plus large part au public pour t'interroger sur cet ouvrage. Cet ouvrage qui marque quand même... j'allais dire rupture, mais il ne faut quand même pas exagérer, puisque l'écriture est toujours là, et que on sent bien que normalement c'est bien la même plume qui, avec cette vigueur, c'est très rapide et à la fois très descriptif, avec cet amour du beau, etc., etc. On va y revenir. Mais bon, il y a quand même une rupture, et on va aussi t'interroger sur le genre.
parce que certains s'en sont débarrassés assez rapidement, mais c'est quelque chose qui nous intrigue quand même. Mais auparavant, comme il y a une sorte de rupture, tu n'es plus dans le roman, tu n'es pas vraiment dans la nouvelle, et tu inventes la chronique. On ne sait pas ce que c'est. Hein, on va essayer de trouver ensemble, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en même temps, comment tu y arrives? Et tu dis dans ta 4e de couve, je sortais de l'écriture d'une haine de Corse, l'épopée napoléonienne m'avait amené jusqu'aux confins de l'Europe et même du monde. J'étais un peu las de voyage, j'éprouvais le besoin de revenir chez moi. Il m'a donc pris la fantaisie de circonscrire à la ville de Saint-Florent les récits que je rapporte. Donc, on part du macro, du voyage, et on a un atterrissage quasiment sur un confetti de monde, hein, j'entends bien. Et je voulais te demander en première question, est-ce qu'il y a un préalable quand on est un auteur pour écrire ce genre de texte? C'est provocateur toujours. Hein. C'est-à-dire que je me rappelle de la réflexion un jour d'un peintre qui m'a dit, avant de passer à l'abstrait, il faut quand même faire ses preuves en figuratif. Est-ce que tu nous dis pas ici, regardez, avant de passer à l'écriture du local, pour pas passer pour un érudit local, faites un tour. Non. En fait, c'est toujours une sorte de hasard, de hasard plus ou moins heureux, ça c'est au lecteur d'en juger, mais le voyage est mental, et le voyage est mental est toujours vaste, qu'il soit dirigé vers un monde minuscule ou un monde plus... Comme Napoléon, ça m'a fait voyager, mais ça m'a entraîné, si tu veux. C'est-à-dire que Napoléon, je suis partie pour écrire quelque chose comme 20 pages. Ce qui m'intéressait, c'était une petite chose. Et puis j'ai commencé à entrer dans le monde de Napoléon, ou plutôt des mémorialistes qui racontaient cette histoire. Et du coup, je me suis laissée porter parce que j'avais du plaisir à lire d'abord, parce que je pense que c'est très important aussi pour moi, la lecture. Et que j'ai écrit. Donc quand je me suis tournée vers Saint-Florent, j'ai été intriguée par une histoire d'abord par une histoire. C'était l'histoire de Jeannette Scotto. Jeannette Scotto a été la dame de compagnie de la comtesse de Beaumont, et Jeannette Scotto est une femme qui est pour moi un vrai soleil. Et qui a une espèce, la grandeur des humbles. Enfin, je suis un peu grandiloquente, mais j'aime beaucoup cette femme. Et qui me racontait des histoires simples. Et en même temps, qui me racontait la vie qu'elle voyait à Fort-Nallier, c'est-à-dire un château assez curieux, construit par un lord anglais un peu escroc sur les bords, qu'on croyait très ancien, etc. Et donc, j'ai commencé à écouter cette femme. Et je me suis dit que c'était peut-être bien de raconter ces histoires-là vues par les gens dits simples, qui sont tout sauf simples d'ailleurs. Et je suis allée, j'essaie de me rappeler précisément, oui, le fait que je fasse un livre commençait à être connu. Et ça, c'était assez passionnant parce que les gens dans la rue m'arrêtaient, me disaient, tu sais, si tu fais un livre sur Saint-Florent, c'était pas tout à fait le cas d'ailleurs, c'était sur les gens. Il y a cette histoire qui peut être amusante. On m'a porté d'une histoire à l'autre. Et comme on me portait et que j'étais heureuse d'être avec les gens, je suis dotée d'un enthousiasme délirant, et donc je suis allée d'une histoire à l'autre. Donc, si tu veux, c'est pas du tout intellectuel en quelque sorte. C'est pas parce que tout d'un coup je suis arrivée au bout de la fiction. D'ailleurs, je me rappelle d'une chose. Quand j'ai chroniqué, je dis ça par commodité, et d'ailleurs je sais que tu vas revenir là-dessus, mais Guido qui est là, il m'avait raconté qu'il avait, la veille de son mariage, fait une sérénade. Et il m'avait donné quelques éléments, et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je t'avais dit, ne me raconte plus rien, j'ai envie d'imaginer ça. J'ai ce qu'il faut, en quelque sorte. Et ça a étonné un peu mon éditeur, ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un témoignage, et puis il y a sérénade nuptiale, et c'est une fiction. Je l'ai inventé avec les éléments que m'a donné Guido, avec les paroles de chansons qu'il a corrigées après, les 3 chansons qu'il avait chantées à sa future femme. Mais moi, j'ai imaginé la scène. Donc...
je suis partie comme on va à l'aventure. Et ce que j'ai trouvé, je l'ai pris. Je ne sais pas dire comment autrement. J'ai jeté les filets, j'ai ramassé ce qui me venait. Donc il y a une continuité tout à fait normale il y a une autre fiction dans Marguerite et les grenouilles qui s'appelle La comparsite. Et donc, tout ça pour dire que la limite entre la fiction et la réalité, enfin, en tout cas, quand j'écris d'une certaine manière, je raconte les histoires qu'on m'a racontées et je pense que je les raconte comme on me les a racontées parce que je prends des notes et que les lecteurs qui ont témoigné disent qu'ils s'y retrouvent. Mais moi, je pense que c'est un élément de réalité comme un autre. Merci. C'était juste pour voir un petit peu ce cheminement. On va s'acheminer petit à petit sur la définition du genre, mais moi j'avais une autre question un petit peu liminaire comme ça. C'est le rapport à la nostalgie. Ça ressort aussi dans les blogs. Hein. Parce que, bon, ici... On a quand même, enfin ceux du Riaquiste, où on se méfie quand même de la nostalgie. Bon, c'est un discours récurrent en littérature corse. Attention à ne pas trop parler d'Iajoc, d'Ubaez, etc. etc. Hein. D'ailleurs, Talamone, dans la présentation qu'il fait dans son blog, il dit « La nostalgie n'étant jamais distante de la mélancolie ». Donc on s'en méfie plutôt. En même temps, Monti, dans Corsenet Info, il dit « Marie Ferrante y redonne vie à tout un passé, dévoile un monde englouti, en te citant, dont elle ne cache pas regretter la disparition. L'enchantement était dans le jadis. Parfois nostalgiques, ces récits n'en sont pas moins empreints d'une grande tendresse, d'un enthousiasme communicatif, et forment un recueil plein de charme, toujours le... Mais l'enchantement était dans le jadis. » Et là, par rapport justement à... Bon, je me mets aussi dans la mouvance du Riaquiste. L'âge d'or, c'était mieux avant Non, il faut contextualiser. Donc, en fait, pour moi, l'enchantement est toujours dans le jadis. Bon, parce que je suis une mélancolique indécrottable et que voilà, ça c'est mon monde intérieur et mental et que la mélancolie, c'est la perte de l'enfance et que voilà, enfin bon, bref. Et non, quand je dis l'enchantement était dans le jadis, je parle d'une place aussi de Saint-Florent que je trouve très abîmée et donc je dis l'enchantement était dans le jadis, c'est-à-dire telle qu'elle était. Alors la forme évidemment est très esthétique. L'enchantement était dans le jadis, c'est assez beau, enfin vraiment. Mais je veux dire simplement, la nostalgie, c'est la douleur du retour. C'est pas le retour. Comment expliquer ça? C'est très compliqué. Enfin, moi, je veux juste réhabiliter un petit peu la nostalgie aussi, parce que la nostalgie, c'est pas. On a peut-être un petit peu un discours stéréotypé. C'est très violent la nostalgie. Sur la nostalgie. C'est une émotion. Donc vas-y, hein, lâche-toi. Pas trop, Ali. Non, la nostalgie, c'est un sentiment très violent. C'est le contraire de ce qu'on imagine. La nostalgie, c'est pas le chromo. C'était mieux avant. Non, c'est pas du tout ça. C'était pas mieux avant. Enfin, je ne crois pas que c'était mieux avant, ou alors c'est juste un poncif pour dire comme tout le monde, c'était mieux avant. Et c'est plutôt le syndrome du vieux con, ça, de dire ça. C'est vrai, il faut dire les choses. Oui, mais la nostalgie, c'est la douleur du retour, c'est-à-dire que revenir au lieu de l'enfance, par exemple. La nostalgie, c'est aussi les images de la mort, c'est aussi les images et les sons des voix perdues. Celle que réhabilite Barbara Cassin, par exemple. Par exemple. C'est aussi des paysages qui ont disparu. C'est pas vouloir qu'ils reviennent, c'est juste la douleur du retour. C'est-à-dire que c'est une douleur. Et cette douleur, c'est les amours perdus, c'est les amours passés, c'est l'enfance perdue, c'est les siens qui sont plus là, c'est les voix qui se sont tues. C'est toute cette fantasmagorie qui, moi, nourrit mon univers. Donc, je ne suis pas une passéiste. Je trouve qu'on vit dans une société
très fascinante. Donc la nostalgie, dans ce que tu dis, ne peut s'exprimer qu'à l'échelle d'une vie, et non pas à une échelle sociale, plus sociale, plus globale, plus... Non, parce que sinon, ça n'a pas ça n'a pas pour moi une valeur de principe ni politique ni morale. C'est juste une valeur individuelle. Ok. Donc on y va sur cette définition du genre. Du coup, la chronique, donc ça n'est pas nécessairement une littérature de la nostalgie. On peut citer encore, je crois que c'est Jean-Guy Talamogne, oui, c'est Jean-Guy, qui nous dit « Un livre étonnant que l'on ne se hasardera pas à ranger dans un genre littéraire répertorié, de crainte de voir ce dernier prendre l'allure du lit de Procuste. » Donc abandonnons donc toute velléité de classification pour nous pencher sur la richesse du texte. Ben non, nous on ne va pas se pencher sur la richesse du texte, mais on va aller vers cette velléité de classification et nous dire un petit peu comment tu inventes la chronique avec, bien entendu, tout ce que tu viens d'évoquer à partir du cheminement, de la nostalgie, du rapport au lieu, qui est un rapport à la vie en fait, et ce que tu fais dans ce type, de ce genre littéraire. On va peut-être pas être tout à fait juste dans la réponse, mais au moins ton sentiment sur qu'est-ce que c'est finalement. Mon désir, c'était pas de... J'ai pas pensé, quoi. Je veux dire que j'ai écrit librement. Alors en écrivant librement, j'ai transgressé les genres, parce que j'ai écrit de la fiction, j'ai écrit des récits... j'ai écrit des dialogues. Enfin, je veux dire que d'une certaine façon, je me suis plantée dans un monde. J'ai reconnu des personnes intéressantes, des belles personnes, et j'ai eu envie de les raconter au-delà du genre. J'ai eu envie de faire un travail de collaboration aussi, ce qui est une forme de transgression aussi du genre. Donc, je ne me suis pas posé la question, mais j'ai constaté tout de même que je transgressais les genres. Et au fond, ça a été un grand plaisir, voire une jubilation, d'avoir cette liberté de plume. J'ai eu envie de vagabonder, de ne pas me poser de questions. Je ne m'en pose pas vraiment quand j'écris, en réalité. Donc je suis désolée, mais je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Non, voilà. Alors, du point de vue, parce qu'il y a quand même, des formes d'investigation. Bon, dans l'écriture et dans l'écriture que tu pratiques en particulier, il y a de l'investigation, elle est sous forme d'érudition. Ici, elle est sous forme plus ethnographique. Hein. Donc tu as changé d'investigation préalable pour aller vers une écriture qui après se traduit par des formes de fiction, parce que là aussi, mais de toute façon, chaque fois qu'on parle du passé, il y a une forme de discours, et du coup, c'est toujours fiction. De la fiction. Même les plus scientifiques de nos historiens ont une part de cette interprétation. Alors, cette investigation, elle a quelque chose d'ethnographique. Tu nous expliques un petit peu comment le processus se fait, puisqu'il est différent? Le processus, alors il y a deux personnes ici qui pourraient en parler, puisque je les ai interrogées. C'est relativement simple, en fait. Je demande aux personnes, quand le sujet m'intéresse, ici, les Campagnols, c'était parce qu'ils avaient créé un groupe à Saint-Florent, donc ça rentrait dans mon périmètre en 89. Donc je suis allée les trouver. J'ai demandé à Guido de vouloir, s'il voulait bien témoigner. Et il m'a raconté l'histoire de ce groupe et la sienne à travers cela. En tout cas avec le lien qu'il y avait avec ce groupe. Après, Jean-Guy aussi m'a parlé de l'histoire de ce groupe, des aventures qu'ils avaient vécues ensemble. Et moi, je prends des notes, mais je dois dire que je construis en même temps mon récit. Donc c'est une prise de notes un peu particulière. Je ne fais pas un travail de journaliste. Il y a quelque chose que... Évidemment, il y a le fil du récit, mais... je ne prends pas en note toutes les histoires, je prends en note juste ce qui m'intéresse pour bâtir une histoire. Donc je suis déjà dans la composition quand je prends des notes. Je crois qu'ils pourront dire, et tout à l'heure ils le diront sûrement, l'impression qu'ils avaient, s'ils avaient l'impression d'avoir une grande liberté. Je ne crois pas avoir borné leur sujet. Je crois qu'on a parlé très simplement, comme on le fait là, d'une manière un peu informelle.
je suis très attachée à l'improvisation. Donc, je n'ai pas posé tant de questions que ça. Je donnais juste quelques indications pour pouvoir poursuivre le récit. Moi, leur histoire me suffisait. Et question accessoire, peut-être qu'il y a moins à voir avec la littérature, mais avec la vie des villes, des villages. Est-ce que tu n'as pas eu de problème après avoir écrit le livre? Je pense notamment à l'histoire de Casals. C'est parce que moi, je sais que si je fais ça à Bonifacio et sur certaines histoires que je connais et dont je brûle d'envie de les raconter, il n'y a pas encore préemption, quoi. Oui, évidemment. Alors, j'ai rencontré les descendants dont j'ignorais l'existence, je dois dire. Bon, ça... J'aurais pas dû l'ignorer, certes, mais je l'ignorais, donc je les ai rencontrés et ils m'ont donné leur version des faits. Et donc, je leur ai promis de corriger quand le livre sortira en livre de poche. Mais enfin, au fond, il y a peu de choses. Il y a peu de choses à corriger, si ce n'est qu'il y a eu une énorme émotion de la part du petit-fils de Joseph Casals, qui a d'ailleurs trouvé que j'avais plutôt bien traité son grand-père. Mais ça a fait ressurgir, évidemment, cette histoire atroce et magnifique, enfin c'est une tragédie grecque, et je ne peux pas appeler ça des problèmes. En revanche, oui, j'ai eu d'autres problèmes, enfin d'autres problèmes, oui, en fait, en quelque sorte, qui a été une sorte de harcèlement, de persécution, de curée sur les réseaux sociaux par un groupe de femmes, mais parce que j'étais critique d'un point de vue politique et enfin politique non, je critiquais ce que je voyais qui avait été fait. Et donc, d'une certaine façon, il y avait il y a tous ces fantasmes. Mais c'était très bien, au fond, tout ça, parce que on m'a dit que j'étais pas de Saint-Florent. Et au fond, ils ont raison. Et est-ce que tu crois, parce que la démarche est vraiment intéressante globalement, parce que enfin, à mon sens, c'est un retour sur image, comme dirait Jacques Fouzine. Est-ce que tu crois que le collectif accorderait globalement ce droit à l'image comme ça, ce droit à l'image collective? Je ne sais pas. J'élargis un petit peu la démarche. Au fond, le propos de l'écrivain, c'est de ne pas s'interroger là-dessus. Si tu t'interroges, tu écris plus. Donc, le propos de l'écrivain, c'est de faire. C'est vrai que après, il m'est arrivé quelquefois, et Jean-Guy peuvent en témoigner, de dire si j'avais su, je l'aurais pas écrit. Mais bon, parce que c'était rude. Mais en même temps, non, je regrette pas d'avoir écrit ce livre, bien sûr. Mais je me suis pas interrogée avant sur la réception de ce livre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quand je suis enfermée, quand je chronique, après, quand j'écris, c'est d'être enfermée et de réimaginer, de recréer ça. Maintenant, comment les gens vont le prendre, au fond, je suis heureuse et contente et comblée quand il y a eu beaucoup quand même de témoignages très, très sympathiques. Hein. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Mais au fond, ça me fait plaisir que les témoins se reconnaissent, ça sûrement. Parce que ça, j'y tenais beaucoup, je ne voulais pas les trahir. Mais pour le reste, quelques amis me suffisent. Hein. Alors, toujours sur cette photographie de groupe, comme ça, après, les portraits s'individualisent, il y a des figures qui ressortent et on va en parler aussi. Mais là aussi, dans les blogs, il y a des choses un petit peu contrastées. Par exemple, je prends Francky de Musa Nostra qui dit Lance de Fornal, une même matrice, Lance de Fornal, il y a un endroit où un noble des Highlands côtoie des pêcheurs, eux aussi insulaires. Donc là, il y a vraiment le mélange, etc., etc. Talamone, il est moins enthousiaste sur ce propos-là. Et il dit la place réservée à ce microcosme greffé il y a plusieurs décennies sur la commune de Saint-Florent, composé d'éléments de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie française, Marie Ferranti semble porter sur ces personnages alternativement un regard sévère et une attention attendrie. Il privilégie l'essentiel, il dit la richesse littéraire, est-ce vraiment l'accessoire? Mais je voulais insister là-dessus. Semble porter la haute bourgeoisie, l'aristocratie française. C'est pas. En fait, cette aristocratie m'intéresse comme minorité aussi. Bon, ce qui m'intéressait, c'était les traces qu'elle avait laissées chez les témoins. Il y a une certaine bienveillance, et je l'ai reconnue avec Jean-Guy, parce que, par exemple, il y a Madame Volley qui a travaillé chez la comtesse de Beaumont.
et qui ne voulait pas témoigner, alors qu'on m'a dit qu'elle était restée très longtemps là-bas, et elle m'a dit, j'avais peur que vous disiez du mal d'eux. Et je n'étais pas, moi, dans un rapport de médisance ou de critique, a priori. Et j'ai trouvé ça assez émouvant. C'est ça, l'attendrissement dont on parle. C'est pas l'attendrissement envers des gens que j'ai pas connus, pour la plupart. Hein. Donc, qui m'intéressait comme quelque chose de qui peut intéresser un écrivain, parce qu'il y avait beaucoup d'écrivains et que ça fait rêver. Enfin, ces écrivains qui passaient là, bon, jusqu'à un certain point d'ailleurs, parce que il y a quelque chose qui s'appelle Morand n'a rien compris aussi. Hein. Et j'ai pas cherché à rencontrer les descendants d'ailleurs de ces gens. Donc il n'y a pas de cliché ethnographique là-dessus. Mais peut-être, oui, peut-être malgré moi, parce qu'on m'en a donné, moi, des clichés, et je les ai réécrits. Mais j'éprouve. C'est pas moi qui éprouve la fascination pour eux, c'est Jeannette avec sa revue qui me montre la sœur de Jackie Onassis ou Kennedy, en disant tiens vu, tu la reconnais celle-là, j'ai une photo avec elle dans la cuisine. C'est ça qui me plaît, c'est Jeannette. C'est pas la sœur de Kennedy, je m'en fiche un peu. Mais on s'est expliqué là-dessus. Oui, parce que c'est important en même Bien temps sûr. sur l'image que l'on veut donner, parce qu'il y a aussi un propos sur l'identité qui est reconnu toujours par Talamoni, et je termine là-dessus aussi. On sent bien que pour certains écrivains, toi en l'occurrence, reconnus de l'autre côté de la mer par les institutions les plus prestigieuses, la défense de notre identité est désormais la grande affaire. Alors, bon, là aussi, on peut te demander de répondre sur c'est désormais la grande affaire ou c'est tout à fait accessoire, ou il y a une espèce de prise de conscience comme ça qui arrive après les grands voyages, sur l'identité elle-même. Il y a déjà un premier élément, donc, sur la photographie, mais sur l'identité elle-même. Moi, ça fait son chemin, c'est-à-dire que après la rencontre, moi, j'ai jamais cherché à savoir comment on me voyait, quoi. Je veux dire, mais quand et puis d'ailleurs, bon, ça n'a pas un grand intérêt en soi, mais il est important de savoir. Mon vieil éditeur était obsédé par la phrase de Jésus « Qui dit-on que je suis ?» Il trouvait ça fantastique que Jésus ait dit ça. Et ça l'interrogeait beaucoup. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on est, au fond ? Qu'est-ce que je suis ? Moi, j'avais été... On en parlait avec Jacques tout à l'heure. La première fois que je rencontre Guy, il me dit qu'il ignorait que j'aimais les chants corses et qu'il pensait que je parlais pas le corse et que... voilà, que j'étais donc une sorte d'étrangère vivant sur l'île, comme peuvent vivre les continentaux sur l'île. Donc, je découvre quelque chose et je m'interroge, mais ça fait son chemin. Donc, je suis obligée de m'interroger d'abord moi. Pourquoi cette image-là, etc. Mais plus intéressant encore, je commence à regarder cette société d'une manière différente. C'est-à-dire que la Corse a toujours été ma grande question. Bon, ça c'est certain, il n'est qu'à me lire. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'avais, au fond, exploré mon propre univers romanesque, intérieur, et qu'il fallait peut-être que je regarde ce qu'était la réalité. Et donc arpenter la réalité. Et donc c'est vrai que l'identité devient la grande question. Pas la grande cause, hein, mais la grande question sûrement. Ok. On change de sujet et bon, c'est lié quand même à l'identité et à la Corse. Sur l'ordre des livres, sans doute c'est Emmanuel Caminade. Oui, c'est Emmanuel Caminade. On parle, je ne sais pas si elle a bien perçu ce rapport au raffinement, à l'harmonie. Alors elle parle de toi, voit un culte à la beauté, au raffinement et à l'harmonie, ce qui est conforté par la forte récurrence du vocabulaire rattaché à ce champ sémantique. Mais je ne sais pas si elle a bien saisi, on en reparlera sans doute pour le chant tout à l'heure, puisque j'ai une dernière question sur le chant, si elle a bien saisi ce rapport au raffinement, à l'harmonie que tu cherches à travers ces chroniques-là. Parce qu'il y a un paradoxe au départ. On est dans le rural, on est en Corse, et on n'est pas vraiment au musée Fesch, etc. Quel est ce rapport que tu arrives à dégager avec
ce qui est récurrent aussi dans tes ouvrages et dans ton œuvre, ce culte de la beauté, du raffinement et de l'harmonie. Alors, je ne dirais pas qu'elle n'a pas compris, parce qu'elle fait une lecture très fine, bien que critique de mon livre, je lui ai dit d'ailleurs. Mais en réalité, si on oublie, ou si on ignore, ou si on ne sent pas, ce qui est possible, que le raffinement, pour moi, tient de la forme archaïque et naît de la forme archaïque, on ne m'a pas comprise. C'est-à-dire que ce raffinement n'est pas une sorte de forme faible, pauvre, exsangue. Le raffinement... C'est là où je voulais t'amener. Voilà. Le raffinement, c'est un raffinement, c'est l'archaïque et le raffinement. C'est-à-dire, l'archaïque, c'est la vigueur, c'est la force. Et le raffinement tire sa force de l'archaïsme. Et l'archaïsme tire sa beauté du raffinement. Et si on ne comprend pas cette dialectique-là, cet échange-là, cette réciprocité, on n'a rien compris à ce que j'écris. C'est pas grave d'ailleurs, mais c'est le cas. Non, moi où je la trouvais un petit peu dans le cliché, c'est quand elle dit après, par exemple, et ces valeurs prisées par les artistes de la Renaissance italienne comme par la tradition japonaise, dont elle se montre si admirative, semble portée par le bon goût de cette élite élégante. Mais ce n'est quand même pas que ça, hein, parce que là, sinon, on va encore nous parler du berger qui récite Dante, etc. etc. Bah oui, bien sûr que non. C'est pas ça du tout, elle n'a pas compris, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Mon lien avec le Japon, c'est parce que j'y retrouve des choses. Moi, j'aime beaucoup les rites et les protocoles. J'aime beaucoup les formes fixées. C'est pour ça que j'aime infiniment la Padier, là, par exemple. Et dans cette forme fixée, il y a Eriukade, les ornementations. Au fond, mon rêve d'écriture, c'est d'écrire une Padier, je veux dire, sous forme de livre. C'est-à-dire que pour moi, il y a tout. Il y a la pluralité des voix, il y a leurs différences, il y a leur décalage, puisque c'est en tuilage et pas à l'unisson, donc leur singularité. En même temps, il y a une forme fixe, et puis il y a des images dedans. Et voilà, c'est ça, c'est un rêve de livre, ça, pour moi. Donc, la Corse inspirante, elle est là pour moi. Et si le chant... Et pour moi, le roman, c'est une voix. Donc, si cette langue corse, à ce moment-là, si ce chant a pris une telle importance, c'est parce qu'il y a aussi, pour une fois, chez moi, j'ai jamais écrit de livre autobiographique. Donc, cette autobiographie, elle passe par la voix, par l'acceptation de cette voix, y compris des voix perdues. Voilà. D'accord. On arrive presque à la fin, encore une ou deux questions. Moi, je voulais t'interroger aussi sur... Ça revient un petit peu sur le genre, sur l'objet, avec un propos de Capirossi, Jérôme Capirossi, dans sa chronique. Et il dit « Cette chronique est la mythologie de Saint-Florent, la véritable histoire de sa fondation. » Alors, moi, ça me paraît... bon, tu ris. Parce qu'il y a la complicité avec cette aventure bonifacienne aussi. Et oui, on va finir par les fonder, ces lieux corses, avec cette mythologie. Ça, c'est le propos de Corse Odyssée, hein, évidemment. Je veux dire, parcourir les lieux, y fixer des imaginaires, des chants, des écrits, c'est créer les lieux. Et c'est les créer non seulement dans notre propre imaginaire, mais c'est les créer dans l'imaginaire collectif. Donc nous avons un peu cette responsabilité-là. Il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit via Facebook, dont Yves qui est là et que je salue. Quelle chance que Saint-Florent d'avoir cette histoire-là. Parce qu'on sent très bien qu'à travers le regard d'un écrivain, aussi imparfait, aussi subjectif, aussi, enfin bon, ce que vous voulez, soit-il, il y a quelque chose qui naît d'un livre. Et un lieu naît d'un livre, souvent. Et donc, l'idée que, en effet, en allant à Bonifacio, on en est très conscient de ça, on fasse quelque chose qui modifie l'approche de la ville, on est très conscient de cette démarche-là. On ne travaille pas dans ce sens, mais on sait que ça sera le résultat de notre travail, de notre production.
Moi, j'y crois beaucoup hein, Ouais, sur cette idée de fondation, hein, histoire de fondation. Une dernière question, je voulais t'interroger un petit peu sur le chant, mais on y viendra peut-être avec le public. Il y a un ensemble de figures qui apparaissent. Hein. Il y a une photographie collective qui ressort, et c'est l'ouvrage entier. Mais en même temps, il y a ces portraits qui ressortent. C'est pour ça que, en fait, tout ton monde est là. Et je voudrais que tu nous égrènes un petit peu les figures. Tu nous as parlé de Jeannette Scotto. Moi, j'aime Angelo Anginotti. Moi, j'aime Angelo Anginotti parce que Angelo Anginotti, a priori à Saint-Florent, il y a des gens d'origine des îles napolitaines ou d'origine napolitaine qui ont introduit des techniques de pêche, qui ont un rapport à la mer, etc. Et évidemment, moi, ça me touche au plus profond. Est-ce que tu peux nous donner quelques figures comme ça qui constituent l'ouvrage ? Alors évidemment, Ange Longinotti, qui était parmi les personnages que... Mais j'ai aimé tous les personnages. Alors bon, c'est peut-être... je n'aime pas les écrivains qui n'aiment pas leurs personnages de fiction. Et je détesterais parler des... Je n'aime pas les éreintements. J'aime bien parler des gens que j'aime. Donc j'aime tous les personnages. Ange, Marguerite, sa sœur, si charmante, Jeannette, bien sûr. Guido qui est là et Jean-Guy qui sont là, Jean d'Ormesson, voilà, c'est ce mélange-là que j'aime beaucoup. Rappelle-moi qui y a dedans, mais parce qu'il y en a tellement, je ne sais plus. Oui, la coiffeuse, Félie, voilà. Luc Lecce. Ah, Luc et Ange, oui, Luc Lecce, qui écrit des merveilleuses lettres et qui m'a envoyé un roman qu'il a écrit l'année dernière, qui est Stupéfiante fraîcheur, il a 93 ans. Donc j'ai des liens avec tous ces gens encore. Le vin, Oringa de Gafford. Ah oui, avec Henri, évidemment. Mais ce sont devenus soit mes amis, soit ils l'étaient déjà, mais... il y a un vrai lien d'amitié. On ne sort pas de cette histoire, que ce soit moi ou les personnes que j'ai chroniquées, sans avoir une complicité profonde. On raconte des choses très intimes, très personnelles. Allez, quand même, sur le chant, pour faire un petit peu aussi la transition vers le prochain ouvrage. Oui. Guy Calvé, les Campagnols, la découverte des voix, des mélismes, de l'ornementation, une vraie découverte comme ça. Mais aussi, là aussi, ce sont des choses qui me touchent personnellement, les leçons de l'Office des Ténèbres. Là aussi, il y a un très très beau texte. Et quand tu mets ta main de romancière, de fiction, là, que tu plonges et que le temps t'échappe complètement, ça devient vraiment vertigineux. Là, Oui, c'était vertigineux parce qu'il y avait une plastique, là. C'est-à-dire que je voyais des hommes à genoux, enturbanés, parce que je ne peux pas dire autrement. Ils avaient un linge blanc comme ça, en eau, pieds nus, qui spasmodiaient des chants en corse et en latin. C'était d'une beauté à couper le souffle, c'était dans le sacré, c'était à l'église. Moi, j'ai ce genre d'émotion-là. On a ce genre d'émotion-là très avec rarement. Un rapport à l'archaïsme ici aussi, Évidemment. la nuit des temps, du moins. Et à l'archaïsme plastique aussi, parce qu'on voit, là, c'est Donatello, hein, c'est la cantoria de Donatello. Si on a vu ça une fois dans sa vie, on ne peut... Et ces hommes-là sont là, ne font pas Donatello, ne connaissent peut-être même pas l'existence de Donatello, mais ils sont dans cet esprit renaissant qui, pour moi, quand je regarde les peintures de Giotto, de Piero della Francesca, enfin toutes des choses que j'aime infiniment, que je place au-dessus de tout, ces hommes-là portent en eux la trace de cette culture extrêmement sophistiquée, extrêmement belle. Et c'est ce que j'essaye de rendre à travers mon écriture. C'est pour ça que si on oublie cet archaïsme sophistiqué, cette forme... oui, je ne serai jamais que quelqu'un qui aime la beauté. Bon, oui, bien sûr. Donc ces chroniques, et c'est la vraie conclusion, celle-là pour cette première partie, abolissent quand même pas mal de frontières entre une certaine littérature et ce type d'approche sur le local ou le micro-local, mais en continuité les approches plus savantes ou érudites de la culture, du beau, etc. Il y a quand même cet effet-là, voulu, pas voulu, je ne sais pas, c'est à toi de nous le dire. Je crois qu'au fond, un écrivain ne vaut que par ses obsessions, et je suis quelqu'un d'obsédé par les mêmes choses. Donc on retrouve forcément
dans cette façon de voir, dans ce regard, les choses qui m'ont toujours plu, qui m'ont toujours attiré, qui m'ont toujours fait vibrer. Moi, j'aime vibrer, donc ça me fait vibrer, parce que je retrouve des choses tellement lointaines, avec un art tellement accompli et tellement beau, relié au sacré, il n'y a rien de plus haut, quoi. Donc, c'est une joie de le faire voir aux autres. Merci Marie. Moi j'ai Merci. terminé mon petit tour d'horizon et enfin il faut quand même donner la place à nos amis qui sont là et du coup ben, ça continue d'être ouvert aux questions. Si vous me permettez de faire une suggestion, comme si vous en êtes d'accord, nous filmons cet échange de manière à ne pas en perdre la substantifique moelle et à en faire profiter tous ceux qui n'ont pas pu être présents ici aujourd'hui. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous déplacer. Si vous avez une question extrêmement lapidaire, posez-la de l'endroit où vous êtes. Mais si vous avez à mettre en forme votre question, je souhaiterais que vous veniez jusqu'ici de manière à entrer dans le champ de la caméra, si vous voulez bien, et vous emparez du micro. Alors, qui demande la parole dans ces conditions? Et vu qu'il faut une certaine ostentation, n'est-ce pas? Ça change tout, voilà. Vous avez vu combien nous sommes soucieux de faciliter l'échange, la parole libre, spontanée, voire primesautière. Oui, voilà. Tu l'as bien compris, c'est pour remplir. Hein. Tu as une mission, il faut qu'on la remplisse. Oui, alors je voulais dire que moi j'ai été très agréablement, pas agréablement surpris, non, j'ai pris plaisir à écouter ce que vous disiez, questions autant que réponses, et notamment, disons, l'éclairage que chacun d'entre vous a apporté. Toi, avec ta vision un peu universitaire, hein, de toujours à revenir sur un travail comme si c'était un travail universitaire. Puis la romancière qui défendait, elle, son point de vue, qui est tout à fait différent, effectivement. Moi qui étais jadis sous la guerre universitaire, je sais bien que c'était un vrai problème, celui-là, quand on essaye d'écrire, puisqu'on se défait très difficilement de son autre vêture. Hein, voilà, la gangue universitaire, si tu veux. Alors, moi j'ai eu le grand privilège, l'énorme privilège, de découvrir ce texte-là avant son impression. Donc je l'ai eu par Internet et donc souvent j'en parlais, on a eu des échanges comme ça. Moi j'ai découvert réellement, à l'occasion de son avant-dernier livre, avant celui-là, qui était la haine de Corse, hein, qui a eu le prix du livre de Corse, j'ai découvert, mais je la connaissais un peu avant, mais disons pas véritablement. Et à partir de là, j'ai découvert, parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur le métier d'écrivain, si on veut, sur ce qui se pose quand on est d'un pays, d'un village, et qu'on veut écrire, et sûr ou pas, mais enfin, qu'on veut écrire. Et je pense qu'on a là un certain nombre de points communs qui m'ont vraiment touché. Je dirais donc que si je veux dire d'un mot ce que j'ai ressenti à partir de la lecture de ce livre-là, c'est la fraîcheur. C'est pas une naïveté, une fraîcheur. Je les mélange un peu. C'est à la fois naïveté et fraîcheur, mais la fraîcheur l'emporte toujours. Je n'en prends qu'un exemple pour que les gens comprennent. Dans la lecture, à un moment donné, je voyais qu'elle disait « c'est une auto qui s'appelait deux autos ». Comment? Une auto, deux autos? Alors, évidemment, deux autos, elle mettait DEUX, hein, comme s'il y avait deux autos. En fait, c'est une marque très connue de voiture qui s'appelle la deux autos, DESOTO. Eh bien, je trouvais que c'était marrant. Pourquoi changer? Non, il faut la laisser comme ça. Et c'est ça, justement, me semble-t-il, qui fait la différence entre ce que tu essayais de concrétiser en disant « oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ?» On s'en fout ce qu'ils veulent dire. L'essentiel est qu'elle ait dit deux autos mettant DEX. Eh bien, c'est ça la fraîcheur. Et c'est ça peut-être la définition de l'écrivain, selon moi. Vous avez fait référence au chant polyphonique. J'aimerais savoir comment, enfin si, d'une manière générale, lorsque vous écrivez un texte, lorsque vous écrivez un roman ou une chronique, est-ce que vous vous soumettez à des contraintes? Est-ce que vous imposez des contraintes?
Vous êtes très sensible aux formes, vous avez dit au rite, au protocole, et une forme que vous souhaiteriez utiliser pour écrire un de vos prochains ouvrages, ce serait donc une forme copiée du chant polyphonique. J'aimerais savoir comment est-ce que vous concevez cette chose-là, et si la contrainte fait partie de votre travail de romancier. Parce que pour moi, votre ouvrage, enfin, bien que l'ayant qualifié de chronique, c'est aussi un roman. Hein, d'une certaine manière, c'est un roman. Hein. Les contraintes, évidemment, oui, et de plus en plus. C'est une façon de cerner la forme, de la faire jaillir. Et en même temps, il faut beaucoup de fraîcheur, comme dit si joliment Jacques. Merci Jacques. Et de spontanéité, d'improvisation. Donc, vous savez, finalement, un écrivain, ça ne réfléchit pas tant que ça. Je veux dire par là que on n'est pas en train de se dire je vais faire un truc, qu'est-ce que je dois mettre? On se dit juste que c'est une histoire qui ne va pas vous ennuyer parce que vous travaillez pendant 2 ans dessus. Et si elle vous ennuie, enfin pour ce qui me concerne, je la remets dans un tiroir et je l'oublie et le plus souvent je la perds. Mais donc, curieusement, en fait, c'est pas très réfléchi tout ça. Et Flaubert disait, et c'est pas la seule chose que je retiendrai de Flaubert, mais un écrivain, un romancier ne doit pas être trop intelligent. Je crois que c'est mon cas. Je suis pas, je réfléchis pas trop. Non, la question, parce que ce qui me touche dans ce que tu as dit, c'est cette référence au Padiel. Parce que, je trouve, c'est la première fois que j'entends un romancier corse ou un auteur corse faire une référence au Padiel comme un auteur de théâtre corse avec une ambition immense peut à un moment s'inspirer du Tiam et Responde pour le dialogue de théâtre. Et ce que je trouve émouvant et troublant, surtout avec cette conservation de la fraîcheur que tu as, et qu'on peut chercher à avoir en écrivant du théâtre, hein, comme Jacques, c'est ce souci que tout à l'heure tu as dit beaucoup de choses quand tu dis, là à l'instant, hein, je me soucie du lecteur et pas du public, tu te soucies, j'entends, de ne pas abîmer l'autre, de ne pas abîmer celui dont tu parles. Moi je parle à une de nos amies communes qui s'appelle Isabelle, je pense à Isabelle Mariani, hein, pour qui ça a été si important ce texte autour d'elle. Donc ce souci-là, ce souci d'être la mémoire de Saint-Florent à un moment donné, sans prétention, sans revendication, mais dans un état d'esprit. Et derrière tout ça, derrière ce référent du Padiel, avec ce que tu as appelé, je crois, le tuilage, que d'autres appellent des digressions du roman obligatoires. Je trouve ça assez bouleversant. Tout à l'heure aussi, tu as parlé des Corses qui vivent en Corse ou des continentaux à un moment donné. Je trouve ça assez bouleversant par rapport à un souci identitaire, à ce qu'on a tous, je pense, et de plus en plus avec le temps, c'est ce souci de faire entendre la voix de la Corse. Tout à l'heure, quand tu disais aussi cette phrase sur Jésus... Qui dit-on que je suis ? Voilà, et qui peut-être dit derrière l'auteur corse, qui dit-on qu'elle est, cette Corse qui échappe à tous, est difficile à nous tous aussi. Et j'ai l'impression que c'est une belle responsabilité. Et du coup, cette histoire avec les chanteurs, avec cette histoire de Padiel, c'est clair aussi. Et je trouve que tu as bien de la chance d'avoir en Corse des compagnons de route comme ça, au quotidien. Voilà. Oui, c'est vrai. Et cette compréhension de tous ces amis qui sont là à cet endroit-là. Oui, mais je le sais. Voilà. Bon, ben moi, je l'apprends et je trouve ça magnifique. Merci, Michel. Écoute, la Padier, là, c'est une vieille histoire pour moi. La Padier, là, c'est le chant de l'enfance, c'est le village aussi. Hein. C'est mon père, bien sûr, et c'est aussi... Enfin, bon, bref, c'est plein de choses. Merci, en tout cas. Je profite de ce moment de silence, à moins qu'il n'y ait une question particulièrement pressante, particulièrement urgente qu'il faut poser tout de suite,
pour proposer une pause café, hein, qui nous attend là dans le couloir. Et après, nous reprendrons avec comme axe, comme point de convergence, le projet Corse Odyssée. Bien entendu, dans cette première partie, nous n'avons pas épuisé le sujet. Moi, je suis frustré par rapport à la question fondamentale, bien qu'elle soit un peu universitaire. Moi, j'ai bien apprécié l'obstination d'Alain Di Meglio. Eh oui, parce que ça pose des questions fondamentales, hein, cette espèce de destruction du genre. Et on voit bien que le Saboteur est quand même une romancière reconnue par un grand prix, le Grand Prix de l'Académie française, pour un roman. Donc, comment se fait-il qu'on détruise ce que l'on a adoré, qui vous a adoré? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, au-delà peut-être de l'expérience individuelle, comment le collectif est concerné par cette apparition, au fond, d'une attitude qui, en reprenant le terme et le titre de chronique, met dans la chronique un contenu tout à fait différent de ce qui est d'ordinaire dans une chronique. Oui, c'est juste. Au fond, c'est parce que j'ai voulu donner une forme à mes livres jusqu'à présent qui était aussi libre que celle-là, mais pas tous ne l'ont reconnu. Et là, quand j'ai commencé à écrire Marguerite et les grenouilles, et plus j'avançais, plus j'avais envie d'en écrire un autre. C'est ça le problème. C'est que sous cette forme, c'est que dynamiter au fond les genres, il y a une forme de joie d'écrire, il faut le dire, c'est vraiment une jubilation totale. C'est-à-dire que on est comme un poisson dans l'eau, quoi. C'est vous. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y avait pas de tourment dans cette écriture. C'était quelque chose d'absolument limpide, voilà. Et les genres, par commodité, je ne me suis pas posé la question quand il fallait aller plus loin. Voilà, c'est ça que je veux faire. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'autorité de ton exemple avec Marguerite et les grenouilles, mais aussi avec Une haine de Corse, hein, qui l'annonçait, et avec les maîtres de chant qui le confirment et qui fait exploser complètement la forme, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut s'autoriser pour définir, non pas l'œuvre littéraire de Marie Ferranti, mais l'œuvre de la littérature corse, où elle enracine son œuvre individuelle, est-ce qu'on peut se réclamer de cette autorité pour proclamer, au fond, que la gangue des genres n'existe plus comme contrainte? La gangue des genres n'existe plus comme contrainte, on peut le dire. Et puis, j'espère que j'aurai d'autres écrivains suivront cet exemple. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus écrire de romans un peu très formels, enfin très, très soucieux de la forme. Mais en tout cas, le genre, oui. Il me semble qu'il y a un tel plaisir et une telle liberté qu'il faut se l'accorder. Auparavant, je souhaiterais quand même, parce que nous sommes, malgré la richesse de l'échange tout à l'heure, nous sommes quand même restés en partie sur notre fin, et en particulier, moi j'ai vu Jean-Guy Talamone s'agiter sur son siège, et je souhaiterais lui demander s'il voulait dire deux mots au sujet de cette expérience de Marguerite et les grenouilles, voilà. Et de Corse Odyssée. Bon, non, simplement deux mots, parce que, en fait, depuis la chronique, nous en avons discuté à plusieurs reprises donc, avec Marie, et donc, effectivement, je crois qu'on a bien compris, je dirais,
même le caractère ambivalent du regard porté, même par Marie, sur ce milieu. En tout cas, c'est comme ça, je ne lui demande pas de confirmer, mais c'est comme ça que je le comprends, un caractère ambivalent, parce qu'effectivement, de toute façon, les relations humaines, ça dépasse aussi, je dirais, les jugements à l'emporte-pièce. Intéressant aussi, c'est vrai, cette question des formes. Marie dit, moi j'aime les formes, et puis en même temps, donc, parfois, elle aime les formes aussi pour les bousculer, ce qu'elle fait s'agissant des genres littéraires. Mais c'est vrai aussi que la transgression a besoin de règles. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de transgression. Et je crois que c'est cette relation dialectique également qui fait tout l'intérêt d'une telle démarche. C'est vrai. Donc au total, je crois quand même utile de préciser que mon regard sur Marguerite et les grenouilles était un regard extrêmement positif. C'est vrai que ce milieu qui est décrit, bon, c'est vrai que moi, je ne peux pas avoir un regard ambivalent sur ce milieu-là. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, moi, je crois que c'est aussi, à un moment donné, aussi un ouvrage qui rentre dans un parcours. Et ce qui m'a paru très important dans Marguerite et les grenouilles, c'est qu'il y ait aussi un chapitre entier en langue corse. Et dans la collection blanche de Gallimard, un peu le Saint du Saint, bon, on m'aurait dit ça il y a quelques années, je n'y aurais pas cru. Et je crois que c'est important aussi, même s'il ne faut pas non plus, je dirais, rechercher cette reconnaissance extérieure à tout prix, mais si à un moment donné la reconnaissance extérieure arrive, eh bien, je crois qu'il faut l'accueillir. Et s'agissant de notre langue, parce que ça dépasse le cas de Marie, et je pense que le fait pour Marie, après avoir obtenu cette reconnaissance extérieure, bon, c'est vrai, au plus haut niveau, d'utiliser, de la mettre au service de la Corse et de notre langue, c'est quelque chose de très important. Alors, ce n'est pas une cause, j'ai bien entendu, et c'est bien de le dire, parce qu'on n'est pas non plus là, je veux dire, pour faire du militantisme à travers le roman, pour faire des romans à thèse, c'est pas du tout ça, c'est pas une cause, mais en réalité, c'est un parcours, et c'est non pas l'aboutissement, parce que grâce au ciel, nous allons lire encore des romans de Marie Ferranti pendant un bon moment, mais c'est un moment important du parcours, et c'est important pour Marie, bien sûr, mais c'est important aussi pour notre langue. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire savoir à l'extérieur de la Corse qu'il y a des auteurs corses de langue française, qu'il y a des auteurs corses de langue corse, et que loin d'être, je dirais, un problème, loin d'être quelque chose de l'ordre d'une confrontation ou d'une rivalité, c'est quelque chose de l'ordre d'une complémentarité organisée. Et les institutions, Monsieur le Président de l'Académie Adiwaga Bondi, les institutions corses doivent contribuer à organiser ces complémentarités. Voilà ce que je voulais dire. Merci Jean-Guy. Juste un mot. Juste un mot pour la langue corse dans la Blanche. En fait, ça n'a posé, comme je te l'avais dit d'ailleurs, il n'y a eu aucune remarque là-dessus. Bon. Mon espoir, quand même, c'est que, puisque on a accepté que, puisque dans les maîtres de chant, il y a beaucoup de Corses, il y a au moins un quart du livre qui est en Corse. Et donc, d'une manière différente, puisque là, les langues sont mêlées, tout à fait. Bon. J'espère que l'exemplarité de ma démarche en tant qu'écrivain en Corse sera suivie par d'autres écrivains, mais j'espère aussi que chez Gallimard, il y aura un regard attentif, désormais, sur les écrivains de langue corse et française. Et pour ma part, je tâcherai de faire le passeur de ces écrits que j'apprécie et que j'aime infiniment. Et je crois que passer le premier handicap, la première gêne de lecture qu'on pourrait nous imaginer, mais qui ne m'a pas été signalée non plus, je crois que c'est peut-être aussi là une expérience extrêmement intéressante d'investir une grande maison d'édition française. Voilà. Moi, j'avais envie d'ajouter quelque chose à ce sujet, si je ne suis pas trop long. J'ai été vraiment très, très intéressé par la découverte et la lecture de l'insertion du corse dans ton texte. J'ai trouvé magnifique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner la traduction,
il ne s'agit pas seulement de faire intervenir la langue corse, mais il s'agit véritablement d'une entrée en scène de la langue corse qui dépeint quasiment une conversation. On a l'impression que Marie donne, après s'être exprimée en corse, donne la traduction à quelqu'un qui serait tout près d'elle dans l'histoire qu'elle raconte et qui ne comprendrait pas le corse. Un peu comme si je me tournais vers mon voisin pour lui dire, voilà, ils ont dit ça ou ça. Et ça se présente comme ça. Je trouve le procédé vraiment génial. Merci. Il fallait que je le dise. Merci, Jacques. C'était parce qu'il fallait être naturel, enfin, et que c'était vraiment des conversations. Donc, il fallait rendre cet aspect spontané de la langue. Quand je dis que j'ai envie d'écrire comme une padielle, en fait, on en parlait avec Patrice tout à l'heure, il y a aussi l'importance de la voix. Qui me trouble beaucoup, je veux dire, mais qui m'a toujours troublé, le grain de la voix, l'écho des voix, le souvenir des voix, tout ça est quelque chose que je trouve très important et de plus en plus important pour moi en tout cas. Donc j'essaie de rendre en effet cette conversation et ça me touche infiniment que toi tu l'aies noté. Enfin c'est dans les maîtres de chant, alors c'est à paraître et j'espère que vous aurez la même impression de lecture. Voilà, je peux parler de Corse Odyssée, peut-être. Alors, Corse Odyssée est né de cette rencontre. Alors, mes livres relèvent les traces de Corse Odyssée. Il y a même un livre en instance, figurez-vous, qui s'appelle Corse Odyssée, qui est prêt à être publié chez Gallimard. Et on attend une collaboration que j'espère finaliser dans quelques mois, où on raconte l'histoire de cette... aventure. Alors, Corse Odyssée est née de la rencontre avec Ygan Pagnol, avec Guido en particulier, que j'ai raconté beaucoup et souvent, donc je m'excuse pour ceux qui la connaissent déjà. De cette rencontre est née une collaboration avec le groupe Ygan Pagnol, qui devait fêter leurs 25 ans. Alors Jacques est près de nous et j'en suis absolument ravie parce que Jacques... je l'ai raconté beaucoup et je m'en excuse aussi, mais Jacques est vraiment le premier avec qui on a tissé quelque chose. J'ai écrit à Jacques un message privé, comme on dit sur Facebook, lui demandant s'il voulait bien écrire des chansons pour les Campagnols. Et Jacques les connaissait sans les connaître, on va dire, mais me dit-il, mon cousin trouve que c'est le meilleur groupe de Corse et je lui fais confiance, et puis en plus, je te fais confiance. Donc, il y a eu déjà un don comme ça qui m'a infiniment touchée. Et puis, il y a eu ces rencontres avec Jacques, et de là sont nées des histoires, parce que Guido m'a fait connaître l'histoire de Maria Dianti. Il a proposé une chanson, à Jacques de composer un texte là-dessus. Ils ont donc créé une chanson. Moi, j'ai écrit une nouvelle, puis une pièce de théâtre, et puis on va collaborer avec Jean-Guy Talamone pour faire quelque chose aussi là-dessus, un échange qu'on est en train d'imaginer pour donner les différents aspects, et puis on a envie de monter cette pièce de théâtre, et puis c'est ainsi que les choses se tissent. Et Corse Odyssée est né de ces amitiés. Voilà, c'est vraiment une histoire d'amitié. C'est assez beau pour le dire. Moi, je suis très attachée à ce genre de choses qui ne sont pas du tout négligeables, mais qui, en plus, dans notre société, comptent. Ensuite, Corse Odyssée, avant d'être Corse Odyssée, ça a continué à tisser des liens. Et Henri Oringue, qui est un vieil ami, je me suis dit, pourquoi pas... puisqu'on va faire quelque chose pour les 25 ans, puisque ça part tout simplement de ça, hein, les 25 ans d'Ygan Pagnol, pourquoi pas aussi inviter des artistes plasticiens. Et puis alors j'avais beaucoup travaillé sur le Duende de Garcia Lorca à ce moment-là, et j'avais dit à Angelette, je trouve qu'ils ont le Duende. Et j'ai dit, mais il faut que toi aussi tu trouves que ça. Et donc je lui avais fait parvenir un album, Bintani, des chanteurs.
Il m'avait répondu très gentiment, ils ont le duende, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et je me rappelais d'une série dont j'ignorais le nom, mais qui s'appelait Mélancolia, donc il ne faut pas s'étonner qu'elle m'ait plu, finalement. Donc il a puisé dans ces images-là, il les a retravaillées, et il nous a offert cette série de 12, puis de 15 images que nous avons présentées l'autre jour au Théâtre de Bastia, sous forme de projection. Et puis Jean-Paul Pancrase, et puis avec Facebook, qui n'est pas que mauvais, j'avais rencontré un artiste japonais, Takaki Takino, que j'aime infiniment. Et cet artiste japonais, pour montrer comment les choses se passent finalement, a créé une série de 12 petits tableaux qui s'appelle Spiritus Mundi, hommage à Maria Dientil. Alors moi, je trouve que c'est une des choses les plus significatives, évidemment, de ce projet, puisque un artiste qui vient exprès du Japon pour nous proposer ce genre de choses, ça veut dire que, évidemment, c'est impensif, mais c'est vrai, l'art n'a pas de frontières, que d'une île à l'autre, on a beaucoup de points communs. Et il est parti en me disant que j'avais un cœur de samouraï, ce qui m'a enchantée, j'en suis pas certaine, mais c'était assez joli. Donc, ces rencontres avec Claudia Battesti, ensuite avec des jeunes gens qui se sont joints à nous, ça, c'est la partie purement artistique, parce que je tiens que des artistes doivent créer et produire. Donc, on a ce livre qui est prêt à être publié. On a fait l'autre jour, il y a quelques jours, hein, je me réveille le matin en me disant mais on l'a fait ou pas? Tous les matins depuis quelques jours. L'autre jour, donc, on a fait une exposition de 7 artistes au Théâtre de Bastia qui nous accueillaient, et on a présenté un spectacle qui était un concert des Campagnols mis en scène par Paul Grenier, et où je disais moi-même 3 textes. Et donc Jacques, évidemment, était présent partout, puisqu'il était le parolier, si je puis dire, de la plupart des chansons des Campagnols. Et on a essayé de faire un spectacle original. Je crois qu'on y est arrivé, qui n'est pas forcément parfait, mais c'était quand même beau. Et moi, je suis très attachée à cette idée de beauté. Et donc, nous produisons des choses. On va refaire ce spectacle, ou plutôt le rejouer, à Ajaccio le 20 novembre. Ça, c'est la partie de la production artistique. Et c'est la partie qui est très importante pour nous, parce que on écrit, on chante, on fait des choses qui sont particulières à notre domaine de prédilection. Mais il y a une autre partie à laquelle nous sommes très attachés, ce sont ces résidences. Alors on a choisi, après Guide, où je te passerai la parole, hein. Ouais. On a choisi l'hiver, on a choisi la saison. Donc, pourquoi l'hiver? C'est très simple et vous le comprendrez aisément, parce que l'hiver n'est pas l'été, et que l'été, il y a beaucoup de monde, et que nous, on voulait, d'une certaine façon, retrouver le cœur des choses, en tout cas l'espace tel qu'il est d'habitude. Enfin, parce que l'hiver, encore, c'est assez long. En fait, la saison ne dure que 2 mois, 2-3 mois. Bon. On a choisi la durée de ce projet, c'est 3 ans. On a choisi d'aller vers les gens, d'aller vers le sud, de tirer des passerelles. Le cœur de ce projet, c'est la frontière. Alors, c'est la reconnaissance de la frontière, mais c'est aussi passer la frontière, c'est aussi rendre des frontières transparentes ou poreuses. J'aime bien cette idée de porosité. C'est aussi reconnaître la spécificité réelle des autres. Par exemple, on est allé à Bonifacio. Bon, on est allé une fois au Olmicapé, mais objectivement, la résidence avait échoué. Mais à Bonifacio, ça a réussi. Et à Bonifacio, nous avons entendu une autre langue. Nous avons travaillé sur le sacré avec des confrères. Nous avons entendu des pêcheurs. Nous avons été quelques écrivains. Jacques n'avait pas pu venir, mais il se joindra à nous, j'espère, la prochaine fois qu'on fera ça. Nous étions donc, il y avait Patrizia Gattageg, Diago Maudière, Marco Biancaré, Alain Dimey et moi. Nous étions 5 écrivains qui avons réfléchi sur Bonifacio, terre de fiction. J'avais fait une petite communication là-dessus. Et ensuite, nous avons tous parlé des fictions que font naître les lieux.
et des fictions inhérentes aux lieux eux-mêmes. Et à Bonifacio, c'est très simple. Il suffit de lire les pancartes. Escalier du roi d'Aragon, par exemple. Enfin, il y a des pancartes très, très parlantes. Il y avait aussi cette idée de produire des choses. C'est-à-dire qu'on a convenu avec tous les écrivains de se rencontrer périodiquement au cours de ces résidences et d'écrire des nouvelles. Alors, on n'aime pas... non pas de faire un atelier d'écriture, parce que je tiens que l'écrivain doit être chez lui, tout seul, à l'heure qui lui plaît, et travailler tout seul. Mais je ne nous vois pas écrivant dans ces résidences. En revanche, échangeant, oui, et chacun produira une nouvelle dont la seule contrainte est qu'elle ait un lien avec le lieu exploré, une ou deux nouvelles, selon le goût, et puis nous ferons comment dire, une évaluation de ces nouvelles tous ensemble d'une manière très, très collégiale, et nous essaierons de publier ce livre collectivement, parce que je tiens beaucoup à cette notion de collectif. Et bon, c'est pas un mot qui me plaît beaucoup, mais j'aime bien mouvement, parce que mouvement, il y a une idée de rapidité, de vitesse, d'union pleine d'entrain, et ça me plaît assez. Collectif, bon, ça me plaît pas, ça sonne mal pour moi. Et donc les écrivains viendront, travailleront, écriront. On a aussi l'idée de faire, évidemment, de capter des chants, de travailler avec les chanteurs, de travailler avec les paroliers, de faire une sorte de laboratoire de chansons. On a aussi des idées toutes simples qui, par exemple, se promener dans la ville. Moi, je crois beaucoup à ça, arpenter la ville. Et arpenter la ville pour savoir l'histoire de l'eau, par exemple, de Bonifacio, me plairait infiniment. Et que va-t-on faire de tout ça? Alors, on va faire un livre. Alors, Jacques, ça va encore te faire beaucoup penser, parce que j'ai pensé appeler ça chronique, mais évidemment, ce ne sont pas des chroniques, mais, ou peut-être récits de voyage, mais alors c'est un peu... Là non plus, ça colle pas, parce que c'est pas vraiment un voyage. Enfin bon, on en reparlera. Donc, élargir aussi Corse Odyssée à tous ceux qui veulent venir. Ainsi, j'ai demandé à Jean-Guy de se joindre à nous, mais à d'autres personnes aussi. On a une photographe qui se joint à nous, des jeunes gens qui se joignent à nous. C'est un cercle vertueux et qui s'agrandit. Ça ne veut pas dire qu'il grossit démesurément. Ça veut dire que ceux qui veulent venir, viennent, sortent du cercle, ils reviennent. Il y a une sorte de liberté. Là aussi, il y a une frontière, un peu imaginaire, certes, mais on entre dans le cercle, on en sort, on revient quand on veut, quand on peut. Et il n'y a aucune contrainte ni obligation. On est simplement averti qu'il se passe quelque chose. Et si on veut y participer, on y vient. Si on ne veut pas y participer, on ne tient évidemment aucune rigueur aux absents, ce qui me semble une évidence. Et à travers ça, on va donc produire un livre. Il y aura sans doute des résidences, si on arrive à avoir quelque aide, il y aura des résidences aussi d'artistes plasticiens. On ne veut pas que les artistes plasticiens viennent et travaillent devant les autres. On veut qu'ils s'installent, par exemple, une semaine dans le lieu et qu'ils travaillent tranquillement et qu'ils montrent peut-être le work in progress de leur œuvre. Bon, ça c'est une possibilité, mais il y en a mille, de toute façon. Et puis, on a un projet avec Paul Rognoni de faire des documentaires de ça, parce que je pense qu'une trace filmique est très importante. Alors, de deux façons. Moi, je suis d'accord avec toi, Jacques, quand tu dis qu'il faudrait que ce soit filmé chaque fois. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend des moyens mis à notre disposition. Mais avec Paul Rognoni, ça serait un peu différent. C'est-à-dire que ce serait un peu la traduction visuelle de l'esprit et de la philosophie de Corse Odyssée. Ce serait 5 courts-métrages, merci Guy, qui seraient proposés à Arte, donc qui donneraient aussi une visibilité plus grande à notre projet. J'ai rencontré aussi des gens que je croise et à qui je parle de ce projet, qui veulent bien y venir quelque temps, faire un tour sur le projet, etc. C'est-à-dire qu'il y a là une grande liberté, il n'y a pas de dogmatisme, et ça, je suis très attachée à ça.
Et il y a cependant un cœur, comme on dit d'un ordinateur, un noyau dur, c'est ça? Alors ce noyau dur, il est composé naturellement des chanteurs du groupe Yvan Pagnol et de moi, mais de Jacques Fouzine. Maintenant, je peux dire de Jacques Thiers et de Jean-Guy aussi, qui sont là. Je crois que chacun apporte quelque chose. Ce qui fait la force et la valeur de ce projet, il me semble, c'est qu'il y a un grand respect de ce que chacun est et de ce que chacun produit. Et on ne se mélange pas. C'est-à-dire que le talent ou la valeur est préservé dans son intégrité. On se reconnaît, on n'est pas perdu dans une espèce de... C'est pour ça que je n'aime pas le terme de collectif. On est chacun ce qu'on est. Et pour moi, il y a aussi quelque chose d'assez émouvant dans cette solidarité d'artistes, dans cette générosité. On l'a vu à Bastia et on le voit dans cette fidélité. Je salue la fidélité de Jacques Fouzine qui nous enchante, qui nous touche. Jacques est venu beaucoup au théâtre, par exemple. Il nous a beaucoup soutenus. Il a toujours un regard, cependant, critique et bienveillant, mais il est là. Voilà, cette présence. Moi, j'ai besoin, et les Yvan Pagnol, ils ne me contrediront pas, parce que je sais que c'est vrai, de ces... Comment dire ces puissances tutélaires qui sont comme une protection à la fois amicale et qui vous maintiennent dans le bon chemin, parce qu'il ne faut pas prendre trop de chemin à la fois. J'ai un peu tendance à faire ça, parce que je ne déteste pas les labyrinthes, mais Jacques nous guide. Jacques est vraiment notre guide. Voilà, et je voulais saluer sa présence et son amitié qui sont chers à notre cœur. Je ne crois pas que je pourrais épuiser aujourd'hui la présentation de ce projet qui bouleverse nos vies, c'est vrai, hein, à tous. Il faut que les choses bouleversent votre vie, parce que sinon, ça veut dire qu'elles ne sont pas assez enracinées dans votre vie. Parce que je ne fais pas la différence entre ma vie et ce projet. On commence à me le reprocher quelquefois, d'ailleurs. On trouve que c'est trop. Moi, je suis un peu excessive quelquefois. Mais en même temps, je dois dire que, pour conclure, que j'ai le sentiment que nous faisons tous ensemble un livre vivant, que c'est un rêve d'écrivain, que c'est pas souvent que dans la vie on peut non seulement poursuivre ses rêves, mais les réaliser. Et que donc, j'ai toujours le sentiment que ça vaut la peine. Voilà. Et comme j'ai l'obsession du temps et que je n'ai plus 20 ans, si je consacre autant de temps à ce projet, c'est que je crois que ça vaut vraiment le coup et pas seulement pour moi. Voilà, je vous remercie. Écoutez, Marie a tellement bien dit les choses que je ne vois pas trop bien quoi ajouter. Alors, j'essaierai de prendre une espèce de chemin de traverse. Je dirais que lorsque l'on m'a contacté, Marie et puis les compagnons, moi, je suis une sorte, vous le savez, de parolier semi-professionnel. Donc, je travaille avec toutes sortes de groupes depuis très longtemps, depuis 30 ans, au moins. Et donc, j'ai fait 1000 expériences, de chansons avec des succès et des demi-succès, même parfois des échecs dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré? Bien, ce qu'a dit Marie tout à l'heure, d'abord, c'est le caractère amical, d'une part, mais amical vraiment au sens fort du terme, c'est-à-dire une amitié qui est fidèle, qui est sincère, qui est véritablement toujours présente et qui n'est pas dénuée de critique. Hein. Elle a bien fait d'insister là-dessus parce que c'est aussi comme ça qu'il ne faut pas se cacher les choses. Hein. Il faut effectivement se dire les choses, mais démocratiquement accepter que ce qu'on dit ne soit pas forcément accepté aussi. Donc c'est ça, cette espèce de va-et-vient, d'échange qui est très productif et très efficace. Et ensuite, c'est l'expérimentation, l'expérience. Parce que pour une fois, c'est la première fois moi, que je travaillais
comme ça, malgré cette longue expérience avec d'autres groupes. Et même en ce moment, je travaille toujours avec d'autres groupes même. Mais là, il y a véritablement quelque chose de nouveau dans la mesure où, comme Marie l'a bien expliqué, il y avait une espèce de volonté d'unir deux types d'expression artistique, les arts plastiques d'une part et les arts vocaux et musicaux d'autre part. Ça n'a jamais existé, ça. En plus, on a eu l'opportunité de faire l'ouverture du Théâtre de Bastia avec une nouvelle municipalité, etc. etc. Donc il y avait beaucoup de choses qui marquaient un point de départ, d'une certaine manière. Et on a été très surpris par l'accueil des gens, et notamment ceux des arts plastiques, qui, présents réellement ou qui ont travaillé comme Lecce, par Ange Lecce, de loin, mais qui ont envoyé des choses. Et, évidemment, même le caractère un peu éphémère de cette première exposition était original. Une exposition qui dure 2 ou 3 heures, c'est vraiment rare. Il y avait beaucoup de monde qui est venu, même parfois des gens qui ne sont pas venus forcément après au spectacle. Mais je crois que ça aussi, c'était quelque chose qui était une nouveauté, hein, et les gens étaient sensibles à ça. Ensuite, il y a la question des résidences. Moi aussi, je ne connaissais pas trop la résidence, on l'imagine, hein, mais j'en ai vu 1 ou 2. Et j'ai vu comment ça fonctionne, parce que tu n'as pas parlé de la résidence de Ballet Roustino, qui était très formatrice aussi pour nous. On a vu donc le disque se faire, hein, en présence du jour de Paul Grenier. Là encore, spectacle plus que concert, hein, pour le théâtre. On pense que c'est un concert, c'est-à-dire au fond un ensemble de chanteurs, un ensemble de chants qui se déroulent comme ça à la suite, etc. Alors que là, il y a une véritable mise en scène par les lumières, par les sons, par les mouvements, par des éléments scéniques, disons, qui se déplaçaient, etc. Ma femme, qui ne connaissait pas ça, a dit, je pensais pouvoir m'ennuyer, parce que quand on voit souvent, au bout de 15 chants, on dit, c'est toujours un peu la même chose. Pas du tout. Et là, véritablement, ça changeait chaque fois. Il y avait une créativité chaque fois. Et là, le travail de Paul et le travail des chanteurs, bien sûr, qui ont travaillé de concert avec une harmonie parfaite entre eux. Il y a une camaraderie qui fonctionnait vraiment, absolument. Et moi, j'ai été pris sous ce charme-là. Et je ne regrette pas du tout d'avoir participé à ça. Et je pense que ça va continuer. Et les 3 ans avec l'idée des résidences avec frontières poreuses, ça c'est très important, effectivement. Le fait que quand on a, en hiver, par exemple, qu'on va dans un village, on ne peut pas comparer la Corse d'été et la Corse d'hiver. Ce sont deux mondes tout à fait différents. Partout, pas seulement par le nombre, mais par la réaction des gens, par la manière dont on se conduit, etc., etc. Vous allez dans un village d'hiver, j'étais dans mon village hier, il y avait 10 personnes en hiver dans le village. En été, il y en a 200. Bon, donc ce n'est pas forcément les mêmes manières de vivre. Et ça, on le découvre par ça. Quand ils sont allés à Bonifacio, entre Bonifacio et le Nebbio, ça n'a rien à voir, ce sont deux mondes différents. Mais il y a eu des contacts, il y a eu des échanges réels qui se sont faits. Et quand on tombe sur les bonnes personnes, les gens qui acceptent de jouer le jeu comme ça, c'est un enchantement particulier. Et je crois que on ne peut que penser que ce nouveau tour de chant, cette nouvelle expérimentation vocale et musicale, ira loin. Je crois qu'on les attend aussi sur le continent. Et je suis sûr que ce sera un grand succès. C'est dur de parler après de grandes personnalités. Voilà, moi j'ai retenu aussi, je retiens aussi de ce projet Corse Odyssée, c'est surtout le plan humain, le rapport humain qu'on peut avoir avec ces rencontres. La rencontre avec Giacomo Vusina a été, pour nous, i Campagnoli, au bout de 25 ans, voilà, on n'a jamais fait trop d'esbrouf, rien pour être sur le devant de la scène plus que les autres. Nous avons fait notre passion avec humilité, donc nous n'étions pas du style à aller rencontrer les gens, surtout du niveau de Giacomo Vusina ou Giacomo Moutier. Donc c'est avec un plaisir énorme que nous avons bien évidemment accueilli ces personnalités avec nous. Le disque s'en ressent, parce que quand vous composez la musique d'une chanson, quand les paroles vous inspirent et quand les paroles sont belles, les mélodies ne peuvent être que belles.
Donc voilà, nous retenons aussi le rapport humain, c'est ce que nous faisons dans ces villages quand nous y allons l'hiver, parce que comme ça a été dit, l'été c'est facile, la carte postale des villages d'été c'est très, très facile. L'hiver, c'est là qu'on voit comment vivent les gens, les difficultés, les plaisirs, les joies qu'ils peuvent avoir dans leur village. Nous sommes des témoins. Voilà, donc là, nous avons rencontré des confrères à Bonifacio. Marie avait instauré un débat avec ses confrères sur l'appropriation du chant sacré par les groupes de polyphonie, les groupes culturels. Donc il y avait quand même un débat là-dessus avec ses confrères qui n'étaient pas trop d'accord à ce que ça devienne des chants à touristes, et que ce soit pour faire dans des concerts dans les églises. Donc nous avons quand même, j'ai osé quand même rappeler une chose, c'est qu'il n'y avait pas malheureusement des confréries dans toutes les pièves de Corse, et heureusement que les groupes culturels ont réussi à chanter les messes et à chanter ces chants-là, parce que c'est quand même le chant sacré et fait partie de notre patrimoine, et nous avons, nous, modestement défendu ce patrimoine pour le faire connaître et pour le remettre à l'ordre du jour, parce que moi je me rappelle étant petit, les messes n'étaient pas ni chantées en latin ni rien, elles étaient chantées en français. Donc maintenant c'est sûr que ça fait beau quand on a un groupe polyphonique qui vient chanter une messe, que ce soit pour un mariage, un enterrement, mais c'est pas malheureusement grâce aux confrères, mais grâce à nous qui nous sommes rappropriés ces chants-là. Donc voilà, c'est un immense plaisir, un immense travail, parce qu'il y aurait des sujets dans chaque village de Corse, il y aura des choses à faire. Donc nous sommes partie prenante et nous sommes très contents d'aller dans cette aventure. Voilà. Donc on a parlé beaucoup de la créativité, et c'est une chose très importante. Moi je vais vous mettre l'accent sur le côté sauver le patrimoine. Voilà, parce que en discutant avec les gens, d'abord on a eu des histoires fabuleuses qui nous ont été racontées, surtout par les pêcheurs, que même les Bonifaciens ne connaissaient pas. Alain Di Meo, qui connaît ces pêcheurs depuis qu'il est né, ne connaissait pas ces histoires, parce qu'on a avec nous quelqu'un qui arrive à faire dire des choses à des gens qu'ils n'ont jamais dit, même pas à leurs enfants. Donc ça, c'est très important. On va essayer, ça a été un peu dit, de récolter des chants, des poèmes, parce que dans chaque village, enfin tout le monde connaît dans son village quelqu'un qui écrit des poèmes ou qui a fait une chanson, mais qui est inconnue. Elle est inconnue, la chanson, mais des fois c'est des petits bijoux, c'est des petites perles, et qui se perdent parce que voilà, il meurt, et puis il y en a un qui la connaissait, et puis après voilà. Et je trouve que ça aussi c'est très important. Alors pas, comme on a dit tout à l'heure, la nostalgie, voilà. C'est pas pour revenir en arrière, c'est pour justement garder ce témoignage, parce qu'à travers toutes ces chansons qui étaient faites avant, c'était pas une chanson pour faire une chanson, c'était toujours pour témoigner de quelque chose. Que ce soit les chansons d'élection, les chansons de mort, les chansons de Nanta Dribière, Nanta Ewindam, Nanta tout. Il y a toujours un témoignage. Et c'est ça qu'on va essayer de... Je sais que ça a déjà été fait, refait, mais il y a toujours quelque chose à sauver. Voilà. Alors en plus de cette créativité, de cette rencontre d'artistes et tout, il y a la rencontre avec les gens, comme on a dit, l'hiver surtout, parce que l'été, on ne peut pas parler avec les gens, de toute façon, ils n'ont pas le temps. Et trouver toujours ce poème, cette histoire qu'il y a eu. Des fois, c'est des moments historiques que personne ne connaît, des personnages qui ont été... que ce soit dans la résistance ou quoi, à un très haut niveau, que comme ils ne l'ont jamais dit, ils ne l'ont jamais raconté, personne ne le sait, mais qui ont été très importants pour l'histoire de France aussi, non seulement l'histoire de Corse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Voilà, donc le voyage commence, et si vous avez des questions à poser, Jacques. Moi, je donnerai la parole d'abord. Je vois ici des gens qui se préoccupent de faire... Tu as parlé tout à l'heure de parcours, de balades. Je connais des gens qui se préoccupent de faire marcher des écrivains vers un but, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a antinomie? Est-ce qu'il y a rencontre entre ces projets, entre ces initiatives? Jean-Guy a aussi parlé
de patrimoine. Et il y a là quelque chose, il y a un champ qui est d'ordinaire dévolu à cela, c'est l'histoire orale, par exemple. Alors, comment se marie tout ça? Alors, d'abord, je crois que si dans l'assistance, certains veulent témoigner de leur expérience, de leur projet, de leurs désirs, de leurs remarques, etc., on le fait. Et après, moi, je poserai la question aux organisateurs du mariage, parce que la porosité que vous trouvez sur les frontières topographiques, elle peut se trouver aussi sur les frontières, on va dire, des spécialités. Il y a quelque chose qui est en jeu ici, dont il faut mesurer toute l'importance. On a parlé du patrimoine, mais je crois que il s'agit moins de sauver le patrimoine que de le constituer, puisque ce que vous faites constitue le patrimoine, invente le patrimoine, me semble-t-il. Alors voilà, première réaction à chaud, mais moi j'aurais des choses à dire, mais tout à l'heure. Bien sûr. Très volontiers. Votre projet s'appelle, est placé sous le signe de l'Odyssée. Est-ce qu'il y a des épreuves que vous redoutez particulièrement? Ils ont échappé à Bonifacio, il n'y a pas de problème. Ils sont passés par Bonifacio, c'est déjà pas mal, par les Lestrigons. On a échappé aux Lestrigons. Non, mais je peux vous dire pourquoi c'est sous l'égide, c'est le cas de le dire, d'Homère. En réalité, parce que pour moi, tout est littérature et que j'ai souvent appris la vie, très mal sûrement, mais enfin c'était beau au moins, en lisant des livres. Et j'avais envie d'avoir une philosophie très simple, et je trouvais que celle de... Je vous avais raconté ça. En fait, quand Ulysse arrive, avant de finir, l'avant-dernière étape, ou plutôt la dernière étape avant Ithaque, il est reçu par Alkinoos, mais d'abord sa fille, évidemment, qui l'amène. Il est adoubé comme hôte dans un premier temps. Ensuite, on l'invite à dîner. Ensuite, on l'invite à jouer. Ensuite, on l'invite à raconter qui il est, après qu'il ait lui-même entendu des histoires. Et je trouvais que c'était une bonne entrée. Je veux dire par là que nous allions nous déplacer vers des lieux, peut-être pas tout à fait inconnus, mais en tout cas étrangers. Nous serions des étrangers comme Ulysse était étranger. Nous n'apportions pas notre savoir, nous apportions d'abord notre humilité. On venait se faire adouber comme hôte. Et une fois qu'on nous aurait restaurés au sens propre, une fois qu'on nous aurait demandé de partager des jeux ou des joutes verbales, une fois qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être nous raconter notre histoire. Nous n'étions pas partis pour raconter notre histoire, mais pour écouter les autres. C'était d'abord une question de partage. C'est pour ça que... et j'aimais bien l'idée de contraste, puisque notre Odyssée est terrestre et la mer est partout. Donc l'idée que la frontière... bon, évidemment, on connaît tous ce magnifique texte « Effacer la mer », mais moi, je ne voulais pas effacer la mer, justement. Je savais que la frontière était là et nous allions emprunter les routes terrestres et nous allions faire de petites étapes. Et le voyage, je pensais au vers de Cavafis, Ithaque t'a donné le beau voyage. C'est ça l'histoire, c'est pas revenir. C'est juste le voyage. Voilà pourquoi il y a Cavafis, voilà pourquoi il y a Homère, voilà pourquoi il y a Effacer la mer aussi. Hein. Mais il est évident que la littérature n'est pas absente. Et puis, bon, on est de nombreux écrivains, alors on espère que là aussi la littérature est présente. Voilà. Je voudrais ajouter un mot à ce que dit Marie. C'est que l'Odyssée, le mot même d'Odyssée, c'est le nom même d'Ulysse. Hein. Le nom d'Ulysse en grec, c'est Odysseus, c'est pas Ulysse. Hein. C'est Odysseus. Odysseus, l'Odyssée, c'est-à-dire ce qui est arrivé à Ulysse, tout simplement. Hein. C'est la plus grande spécialiste, ou une des grandes spécialistes, qui le souligne lourdement dans ses écrits, en disant justement, souvent, on ne sait pas qu'Odyssée, ça veut dire le nom même du personnage principal. Maintenant, on a évoqué tout à l'heure Barbara Cassin avec
à propos de la nostalgie, hein, avec une approche de la nostalgie qui pose problème, effectivement. Dans la chronique de présentation que j'avais faite, je disais à la fin qu'elle n'avait pas parlé... Elle aurait pu parler de la langue corse, elle parle du terrain corse qu'il a accueilli, de la terre corse qu'il a accueilli, mais elle aurait pu glisser un mot aussi de la langue corse, qui après tout aussi peut être considérée aussi comme le terrain, quelque chose de proche, qui accueille, hein, qui n'est pas forcément rejetant. Il me semble que dans son bouquin, à un moment donné, elle parle du mot hôte, qui a deux sens, comme disait Marie tout à l'heure. C'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu, d'une même origine grecque, qui ensuite a évolué entre ami et ennemi, en fin de compte. Ça peut être un ami et ça peut être un ennemi. Ça peut être l'autre qui reçoit agréablement ou c'est l'autre qui est reçu. Et qui est donc peut-être a priori un ennemi, hostile, en fin de compte. Hein. C'est la même racine. Hein. Et il y a là un intérêt, parce que c'est un peu ce qu'on trouve dans les villages. On peut tomber sur quelqu'un qui vous rejette, hein, qui n'accepte pas votre discours, etc. Puis on peut rencontrer au contraire des gens qui sont prêts à se confier à vous et à installer véritablement un échange productif entre vous. Et je crois que dans ces résidences, on a ça. C'est jamais gagné d'avance. Hein. On ne peut pas savoir ce que ça va donner. On ne peut pas savoir si... Il y en a qui ont été... Je n'ai pas assisté à toutes, mais j'ai su que dans certaines, ça a été moins bien reçu que dans d'autres. Mais évidemment, c'est des gens. Les gens sont différents, heureusement. Hein. Mais c'est une expérience aussi. Et c'est mettre à l'épreuve quelque chose. Et puis, effectivement, ce que disait Jacques Thiers à l'instant, peut-être qu'en faisant ce genre de choses-là, on laisse une trace et on marque une trace et donc on crée quelque chose aussi. On crée du patrimoine, tout en protégeant du patrimoine et en le refaisant naître de nouveau, si on veut. On crée aussi. Dans chaque histoire locale, il y a effectivement un certain nombre de choses cachées, plus ou moins cachées, l'histoire ancienne ou l'histoire plus récente, et que parfois, il suffit de peu de choses pour la faire rejaillir. Et même si elle ne rejaillit pas du point de vue scientifiquement historique, eh bien, elle peut rejaillir d'une autre manière. Hein. Moi, j'ai un exemple dans mon village. Bon, je l'ai raconté un tout petit peu dans une espèce de petite nouvelle, mais qui me semble très intéressante. C'est que si j'en crois à la fois les gens du coin, qui racontent des choses qu'on leur a transmises de père en fils depuis très longtemps, à l'existence d'un premier conte corse, un conte, comme on disait, roi, Rex, hein, c'était Rex Siméon, il s'appelait, Siméon Rex Corsicae, eh bien, qui aurait pris naissance et qui aurait vécu dans ce village que personne ne connaît plus aujourd'hui, qui s'appelle Hortal et d'Aliger. Eh bien, à Canavari, l'endroit, la Chanvrière ou la Canebière, il aurait installé son palais. J'ai fait venir Joas pour faire des fouilles. Il m'a dit que ça devait être là. Et il y a une église du 9e siècle romane que Mme Morakini-Mazel, dont je garde un excellent souvenir, est venue prospecter et même un peu l'arranger, la faire arranger par sa petite association. Et elle a produit, elle a décrit d'ailleurs dans les cahiers de la FAGEC, un cartulaire de Monte-Christ qui est le testament de ce Siméon d'Hortal, qui fait en quelque sorte, lègue en quelque sorte ses biens à un certain nombre d'autres, ce qui sont ses feudataires si on veut, et qui sont des Contebazzi aussi, puisque lui, son prénom c'était le Contebazzo, son surnom plutôt. C'est étonnant. Alors personne n'y croit. J'en parle aux historiens, ils me disent oui, mais c'est des histoires, etc. Enfin, Morakini Mazel a certifié, et c'est même la date de ce cartulaire, c'est 930 et quelques, 936 je crois. Et bon, alors évidemment, j'en sais rien, moi je ne suis pas archéologue, je ne suis pas historien non plus, mais ça m'interpelle. Il me semble qu'il y a quelque chose là qui pourrait être creusé. Peut-être que par la littérature, on pourrait faire vivre ce qui par l'histoire n'a pas encore réussi à vivre, quoi. Voilà. Ben, voilà. Tu prêches une convaincue. J'ai l'impression que tout à l'heure, Jacques a appelé un petit peu quelque chose que je vais essayer de dire. Bon, évidemment, moi, ma vie a été consacrée au théâtre, donc à la troupe, et pas à la solitude de l'auteur. Et aujourd'hui, curieusement, dans l'action que nous menons,
je suis confrontée à la solitude de l'auteur, puisque je suis seule. Moi, j'ai passé 20 ans à Ajaccio, 35 sur le continent. Et c'est vrai que par l'histoire de ma vie privée, j'ai été amenée à aller dans énormément de salons du livre. C'était pas pour mon travail à moi, c'était en tant que j'accompagnais le père de ma fille et Joséphine. Et c'est vrai que j'ai vu là quelque chose de l'ordre pour l'auteur, selon les formules, selon les pays, de l'enrichissement. Je me rappelle par exemple un colloque à Athènes où il y avait un garçon qui était sur... il y avait un Allemand, un jeune Allemand, qui avait parlé pour la première fois dans ce colloque-là de ce qui s'était passé au niveau de ses parents qui étaient des nazis. Bon. Et donc, quand j'ai commencé cette action ici, moi, je me donne comme mission, mais évidemment, Corse Odyssea, où tout le monde, elle est ouverte à tous. Tout à l'heure, j'ai entendu Jacques, un des deux Jacques, qui disait elle fait son marché. Oui, je fais mon marché dans le sens où je souhaite donner à tous en Corse, que je ne connais pas beaucoup, parce que je n'ai pas vécu là et que quand je revenais, c'était pour mes parents, et ils y tenaient beaucoup. Je souhaite donner à tous la possibilité, d'une part, de dire des choses nouvelles, d'entendre, d'avoir l'occasion de dire des choses nouvelles. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous venez de dire tous, est-ce que c'est la première fois? Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est l'an prochain, quand vous serez à Racine de Ciel, j'aimerais qu'à un moment, Marie ou Jacques, ou maintenant Jacques Thiers, puisqu'il est dans l'aventure, bien dans les auteurs qu'il y aura à Racine de Ciel, me disent, moi j'aimerais qu'il y ait celui-là sur le plateau, et avec celui-là, dire quelque chose de nouveau. Voilà. C'est le rôle que je me donne. Après, il y en a un qui est récent, qui a 1 an, c'est essayer de permettre aux auteurs corses de sortir, de faire... Je trouve admirable, moi je connais très bien Antoine Gallimard, je trouve admirable ce projet, parce que je le connais bien, et que c'est aussi un homme d'affaires, avant tout, c'est un commerçant. Et je trouve admirable de se dire que demain tu vas lui amener des textes en Corse. Je ne trouve pas ça simple. Voilà. Alors moi, je me donne comme mission de permettre aux auteurs aussi de voyager, d'aller ailleurs. C'est pas simple parce que d'abord tout le monde n'en a pas envie. C'est une idée à moi. Hein. Donc le sentiment que j'ai ici, c'est que je vous envie d'être ensemble. Et de sortir dans la rue à Saint-Florent ou là où vous êtes avec des personnes qui vous disent c'est intéressant ce que tu fais, continue, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Comment ? Non, mais pardon, Michel, juste pour te dire qu'on n'est quand même pas assaillis par les gens. Oui, mais vous êtes des artistes ensemble. Ouais. Moi, je ne suis plus artiste aujourd'hui. Moi, je ne suis plus artiste. J'ai choisi d'être ce chef de projet pour donner l'occasion à des artistes corses de rencontrer ou de parler. Que Corse Odyssea trouve sa place, évidemment, par la force des choses. L'an prochain, ça apparaît comme une évidence que vous soyez dans la séquence qu'a eu Jean-Guy cette année. Moi, Jean-Guy, je suis peut-être très bêtement, extrêmement fière de lui avoir donné l'occasion de parler pendant 1 heure avec Benoît Peters, qui pour moi est un homme fabuleux. Je suis heureuse que Jacques Thiers ait rencontré Vénus Corregata avec moi. Cet été, j'ai fait venir 2 fois en Corse Evelyne Istria, qui a été la comédienne d'Antoine Vitez. Je suis allée à l'IMEC chez Albert Dichy. Je me suis rendu compte qu'ils ont fait un coffret sur Antoine Vitez et Evelyne Istria avec 2 DVD d'1h30. J'ai envie de faire un hommage à Evelyne Istria à l'ouverture de Racine de Ciel l'an prochain, parce que c'est une comédienne corse, parce que c'est une comédienne de 75 ans, parce que c'est la plus grande comédienne du subventionné. C'est très dur. C'est très dur de ne pas être la comédienne. C'est très dur de ne pas être avec vous à cette table. C'est très, très difficile. Mais il est évident que c'est pour vous. Que c'est pour vous l'an prochain la marche des écrivains, que c'est vous qui serez les invités. Bien sûr, même Marie le sait, vous serez l'invité. Ça me semble juste, comme c'était juste que Jean-Guy, avec la thèse qu'il a faite, soit à Racine de Ciel, comme c'était juste que Paul Jacob, soit à Racine de Ciel l'an dernier avec son commentaire sur Proust, qui était une légitimité. Je trouve très dur qu'il y ait à un moment un regard difficile sur l'autre. C'est vrai que je vous envie énormément. Moi, j'accepte cette carte de la solitude. Je la trouve personnellement insupportable et quasiment invivable. Mais j'essaye de continuer et il est évident que c'est pour vous, pour Patricia Gatacek, pour tout le monde. C'est des projets qui sont faits pour vous. Ce sont des projets qui vont vers les autres, qui sont dans le sens de l'ouverture,
de permettre ça. Si ça n'est pas compris, c'est une erreur. Et je ne crois pas que ça puisse ne pas être compris, parce qu'on le fait entendre. Et il est évident que votre groupe, il est fabuleux. Il n'y a pas un nom qui laisse indifférent. Dans votre démarche intellectuellement, elle est évidemment magnifique. Humainement, Guy l'a dit. Et ça émane. Voilà, après, les endroits où on peut se croiser, on va le prouver l'année prochaine. Ça peut aller loin, plus loin, partout dans le monde. Moi, c'est tous les jours, chaque seconde. Hein, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce qu'a dit Jacques, peut-être pas du tout. J'essaye de dire, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes entre compagnons de route, intellectuellement au même endroit. Vous avez de la chance. Mais nous, on a la chance d'être là pour vous et pour le moment de continuer à le faire. J'espère que ça passe. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que je pouvais dire. Oui, bien sûr. Enfin, je peux juste répondre un instant. D'abord, pour te remercier d'être là, évidemment, bien sûr. Pour te remercier de ton invitation qu'on accepte, je crois, avec joie tous. On sera donc à Ajaccio pour Racines de Ciel. On fera un rendez-vous d'étape, très certainement, qui sera, j'espère, très riche. Et puis, j'espère aussi que tu pourras continuer, puisque les artistes n'ont pas souvent la chance d'avoir des personnes aussi qui se consacrent à eux, qui se consacrent à les faire se rencontrer et à les mettre en valeur. Voilà. Donc je voulais te remercier du fond du cœur et te dire que nous sommes très honorés de ton invitation. Voilà. Moi, je voulais vous remercier tous parce qu'on est tout à fait dans le champ de la mission qui m'a été confiée, puisque la créativité, là, trouve des chemins, non pas de traverse, mais des croisements. Et je trouve ça tout à fait opportun. Donc, merci, je voulais le souligner. Je voulais aussi, bien entendu, si quelqu'un a une question, oui, une réaction. Guy Benigni. Io non posso mica parlare a nome di Pigna, essendo dato che Pigna è la capitale culturale di Avalagna, tutto il mondo la sa. No, ciò che posso dire è che la programmazione è già fatta, 2014-2015, ma se c'è una, come dicerai, una varianza da una parte di uno quell'altro, se non possiamo trovare un spazio di residenza di maniera che siate presenti in Pigna, abbiamo tutti gli strumenti che lo giuro. L'auditorium étant le lieu sacré de notre village, nous avons la possibilité donc d'envisager une venue de votre groupe avec sans doute aussi un ajout que l'on pourrait nous vous apporter, je ne sais pas, peut-être au niveau de l'écriture, de la mise en scène, je ne sais pas. Mais enfin, sans parler au nom formellement de l'organisation de la Casa Valanina di Lingua, qui est une association qui fonctionne très bien et qui regroupe d'ailleurs toutes les associations à but culturel de la Balagne. Je pense que c'est faisable e che vi riceveremo in tutto caso sarebbe un piacere. Conosciamo Pigna, ci siamo venuti a cantare parecchie volte, siamo stati sempre ben accolti. Sarebbe un piacere per il corso di sera, non è mica per 2014-2015, siamo anche 2016. Dunque, con piacere verremo in Pigna al concorso di sera e fare un concerto voilà, in Pigna. Alors, je voudrais vous remercier déjà et je trouve que c'est très bon signe parce que c'est comme ça toujours que ça marche, Corso Odyssée. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a quelque chose de magique dans ce projet qui fait qu'on a envie de venir. On a envie de venir ou d'accueillir. Et voilà, je voulais vous remercier beaucoup de cette invitation qui ne restera pas lettre morte parce que nous viendrons à Pignes. Le directeur du centre culturel, qui est un universitaire, qui est un hyperactif, sort à peine d'une réunion et demande la parole. Donc je vais lui céder. Non, je tombe au moment où on parle de tout ça et je ne sais pas si les choses ont déjà été dites, mais à Bonifacio, par exemple, sur la démarche, elle est patrimoniale, la démarche, oui.
Mais une fois qu'on l'a identifié, le patrimoine à Bonifacio est celui auquel tu faisais allusion, le patrimoine par exemple des confréries, des rituels immatériels, des chants, etc. Tout est consigné in vivo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. Après, ce à quoi on tend avec une résidence d'artiste de ce type, c'est ce patrimoine de le remettre en mouvement créatif. Et de voir un petit peu, alors c'est complètement hasardeux, aléatoire, c'est piégeux, parce que dire aux confrères à Bonifacio, vous avez une vieille tradition de chant choral en monodie et on va essayer de le mettre en polyphonie, mais c'est complètement hérétique, mais pas du point de vue religieux, du point de vue des bonifaciens. Et il y a une double peur, parce que ce sont des lieux de conservatisme, et parmi les confrères, il y a des gens qui ont comment dirais-je, une certaine réticence et associent facilement polyphonie égale corse égale nationaliste. Voilà. On avait un peu compris. Non, mais mais c'est ça. Et pour justement briser un petit peu ce type de clichés, de frontières, et essayer d'être créatif, parce qu'il y a des morceaux qui ont peut-être... c'est juste pour voir un petit peu. Faire chanter... Alors là aussi, il y a des paris qui sont comme ça. C'est dommage quand même que depuis le Riaquisto, on a entendu Canta o Popolo Corso, Tiama Dialesi, bien des groupes chanter en catalan, en basque, chanter Surela d'Irlande, chanter Nané Doumé ou en sarde, etc., etc. C'est-à-dire que l'ouverture vers d'autres cultures minoritaires s'est faite. Je n'ai jamais entendu Canta o Popolo Corso aucun groupe chanter ou en grec pour respecter, c'est un mot un petit peu abusif, pour reconnaître, regarder un petit peu du côté des minorités. Parce que toute minorité a ses propres minorités à un moment donné. Et ça, on ne l'a jamais fait. Bon, j'avais souvenir quand au Popolo Corso, Poletti qui avait tenté quelque chose en bonifacien lors d'un concert, mais rien n'a jamais été enregistré. C'est pas énorme ce qu'on a, mais il y a quelque chose, et ça mérite aussi un regard du côté des micro-minorités, parce que c'est encore plus petit que la minorité elle-même. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qui sont en jeu, mais le pari, c'était surtout de mettre un patrimoine dans un mouvement qui crée, recrée, interprète, joue, etc., etc. C'était ça le but aussi. Il n'y a pas tellement une idée de sauvegarde dans l'esprit Odyssée ou à Bonifacio. Hein. C'était pas tellement le but. C'est pas le but. Non, le but, voilà, c'est je voulais préciser un petit peu cette démarche-là, du moins sur celle de Bonifacio. Et après, bien entendu, l'imaginaire collectif avec des chroniques qu'on attend avec délectation. Est-ce qu'on ne retrouve pas l'interrogation, non pas angoissante ni angoissée, que j'ai formulée tout à l'heure, sur quand même, non pas les genres, hein, il ne s'agit pas de genre littéraire, mais quand même un certain cloisonnement, on va dire générique ou esthétique, que le projet aura à affronter. Tout à l'heure, il était question des obstacles ou des épreuves que Corse Odyssée aura à affronter et à surmonter. Je crois que les catégories génériques, des ensembles qui en quelque sorte constituent un canon auquel se réfère toujours la création, ce sont des choses qu'il faut se représenter clairement, soit pour les respecter, soit pour les nier, les renvoyer sur le côté. Est-ce que votre projet s'est posé la question? Est-ce qu'il se la posera et à quel moment? C'est poser la question. Déjà, c'est-à-dire que moi, il me semble, en tout cas pour et la philosophie du projet et ma propre expérience, que j'ai commencé avec Marguerite et les Grenouilles, j'ai continué avec les maîtres de chant, et je poursuis une expérience qui, pour moi, est une expérience littéraire très forte. Et justement, cette histoire, ce que j'ai fait un peu innocemment, entre guillemets, pour Marguerite et les Grenouilles, je le fais sciemment, là, pour le coup, pour Corse Odyssée, c'est-à-dire que
effectivement, je cherche les résonances, très précisément, entre non seulement les arts, mais la vie elle-même. Donc, le genre sera soit respecté, soit je m'en affranchirai, selon ce que dictera un peu la vie elle-même et les rencontres elles-mêmes. Et je dois dire que je suis prête à voir toutes les audaces, franchement, parce que c'est tellement jubilatoire. Que voilà, je me rappelle Pascal Quignard me disant ne vous privez de rien. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai mis en exergue, enfin pas en exergue, mais dans la préface des maîtres de chant, et je compte bien m'y tenir. Voilà. Mais j'y ai. Ça ne veut pas dire que tu seras comprise. Ah mais voilà, écoute, il faut quand même. Il faut quand même, tu as raison Michel, mais si tu veux, si les artistes étaient compris de tout le monde, on le saurait. Non, oui, non, mais tu as raison de souligner. C'est l'exemple. Moi, je pense que l'histoire du genre, bon, il faut l'évacuer un moment ou l'autre, parce que la question des genres, elle a toujours existé. Hein. De tout temps, la nouvelle, personne n'est capable de définir ce que doit être une nouvelle. Est-ce qu'elle doit avoir une demi-page, 25 pages, etc. Est-ce qu'elle doit être de l'autobiographie ou non, etc. Bon, ce sont des choses très, très anciennes, ça. Donc, l'écrivain n'a pas à se poser ce genre de questions. Je crois que la question la plus pertinente dans ce domaine, c'est est-ce que l'éditeur marche avec vous, vous accompagne. C'est ça l'essentiel. Quignard, évidemment, Quignard, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des romans? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des chroniques? On ne sait pas. Il fait de la poésie? Tout ça, c'est mélangé. Et c'est remarquable. Mais je pense que s'il n'avait pas la confiance complète de son éditeur, il ne pourrait pas le faire. Ce serait quelqu'un, un Quignard inconnu qui envoie ça à un éditeur continental, il ne serait pas accepté. Donc, Marie, justement, elle a cette chance-là d'avoir la confiance de son éditeur, et puis elle avance avec lui. Et donc, si, évidemment, ça bénéficie à l'ensemble du lectorat corse, évidemment, c'est magnifique. Et je crois que c'est ce qu'il faut espérer, bien entendu. Mais bon, ça, c'est un peu l'expérience. Et puis, ça s'éprouve en marchant, la marche. Hein. Moi, je vous remercie pour ces précisions. Pardonnez-moi pour mon insistance. Mais vous avez compris que ce que je voulais, c'est que vous l'exprimiez complètement, nettement et avec tous les arguments qui sont extrêmement convaincants que vous avez avancés. Vous savez qu'il y a des écrivains qui ne mettent plus le nom roman sur ce qu'on croit être un roman. Ils n'osent plus mettre roman, précisément parce que ça éclate les formes, ça éclate les limites, etc. On ne sait pas très bien. Ce qui est, sans vouloir faire rebondir le débat qui s'épuise actuellement, c'est qu'il y a aussi des gens qui n'écrivent pas des romans et qui mettent romans. Et ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'il y a non pas une tyrannie, mais une présence lancinante des genres qui risque d'émousser ou d'étioler une certaine créativité possible. Je crois que dans des expressions culturelles comme la nôtre, qui n'a finalement jamais connu l'emprise, la contrainte, justement, générique, justement parce que souvent c'était une littérature minorée, une expression minorée, il ne faudrait pas avoir retourné cette contrainte générique, en particulier via l'école, via les institutions, pour qu'elles viennent stériliser en quelque sorte une création possible. C'est uniquement le propos. Mais tu as raison. Juste pour terminer sur l'éditeur, pourquoi il suit, il faut quand même que je précise ce qui, moi, m'enchante quand même beaucoup, qu'Antoine Gallimard m'a donné carte blanche, pas pour mes manuscrits, mais me rappelant que je lui devais, entre guillemets, un roman, mais pour Corse Odyssée. Carte blanche, ça veut dire que il peut y avoir des textes d'autres auteurs, puisque dans les chroniques c'est le cas. Déjà dans la chronique de Bonifacio, il y a un texte de Jacques Fouzine et un texte d'Alain Dimeil, et un texte même un extrait d'Inconnu, qui avait fait un travail avec nous. Et ça veut dire aussi
il m'a dit quelque chose d'important, il me semble. Il a dit, c'est bien ce que vous faites pour la Corse. C'est-à-dire qu'il a compris que c'était un projet qui allait au-delà de ma personne. Et il suit cette expérience, sans doute, parce qu'avant, il y a 10 romans, certainement. Mais c'est important de se dire qu'un éditeur, tu disais c'est un marchand, c'est vrai, c'est un type qui sait compter, mais c'est aussi quelqu'un qui suit, parce que cette expérience, elle a 20 ans. Et que c'est une forme pour lui d'aboutissement possible et intéressant pour la littérature. Et ça, je trouve ça d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir cette liberté-là.